Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 286 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, place aux Minnesota Timberwolves et leur saison d'enfer. Aujourd'hui, bilan 2024 des Timberwolves avec Rafa de Basket Info et T-Wolves FR. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau bilan d'équipe aujourd'hui, les Minnesota Timberwolves. Et pour ça, on reçoit quelqu'un que vous connaissez bien, l'homme aux casquettes, l'homme aux 1000 casquettes du Basket Lab, qui participe à tous les formats du Basket Lab, scouting, actualité, top 100, classement historique. C'est Rafa. Comment ça va, Rafa ? Salut Guillaume, écoute, ça va très bien. Ravi d'être là pour parler des Wolves. Bah ouais, ravi de te recevoir une nouvelle fois. Alors Rafa, vous connaissez évidemment, analyste généraliste, mais notamment, on peut le dire aussi, et les gens le savent, aussi spécialisé dans les Timberwolves, puisque malheureusement, t'es fan des Wolves. Malheureusement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais maintenant ça va. Ah oui, maintenant, il y a de quoi presque en être fier. Je vois même des gens avec des maillots des Wolves dans la rue, ce qui est une sorte de révolution incroyable. Ah ouais, carrément. Ouais. Oui. Et floqué comment alors de qui ? Floqué Alexander Walker. Non, floqué Anthony Edwards. Ouais. Bah ouais. Bon, évidemment, on pouvait s'en douter. Est-ce qu'il y avait beaucoup dans les années 2000 des Garnett ? Ça, je me souviens pas trop, moi, j'ai pas trop connu. Ouais, je pense quand même qu'il y avait des Garnett. Moi, il me semble en avoir vu des Garnett de temps en temps. Mais bon, la NBA était quand même un peu moins populaire, alors... Ouais. Mais il me semble en avoir vu des Garnett. Ouais. Il y avait eu quelques Rubio à une époque. Peut-être que Christophe Kuchli possède un maillot Pekovic, je crois, d'après ce qu'il m'avait dit. C'est peut-être un des seuls. Quel brave homme. Pekovic, ouais. C'était de grands souvenirs. On précise aussi que en général, l'été, Rafa, il enregistre avec nous. Là, tu es en direct depuis les forêts du Minnesota. Hein. C'est pour ça que si vous entendez des bruits d'oiseaux, c'est un peu pour ça. C'est ça, ouais. Rafa, en mode été, on est un peu comme ça. Je crois qu'on avait fait un épisode aussi l'an dernier où les oiseaux étaient venus nous rendre visite. Mais bon, à part ça, tout va bien, Rafa. Après donc cette belle année, on va enchaîner. On va justement parler des Wolves. Mais donc Rafa de Basket Info, Feu Basket Info maintenant, mais tu as longtemps écrit là-bas et on te connaît de là-bas aussi. Et surtout donc de T-Wolves FR, on peut dire, avant de passer au bilan et aux stats et etc., tout ce qu'on va dire, mais l'année était quand même pas mal, quoi. Ah ouais, elle était même très très bien, et enfin personne ne s'attendait à ce que ça soit si bien, donc même si ça se finit sur une note un peu frustrante, ouais, c'est la meilleure saison presque depuis toujours, même s'il y a eu la saison 2004, mais ouais. Ça commence à dater, et j'espère qu'on va pas attendre 20 ans pour en avoir une autre comme ça, quoi. C'est presque ce qu'on commence à se dire en antenne là. Enfin, je te pose la question, est-ce que t'es émerveillé par le côté on a toujours été nul, maintenant on a été hyper fort, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté déception de ah ouais, on était quand même fort et on aurait pu peut-être aller encore un peu plus loin, quoi. Bah oui, il y a un peu ça, surtout après la série contre Denver où enfin commençait à y avoir le discours général national, comme on dit, autour du fait que c'était les Wolves les favoris. Et puis il y a ce côté psychologiquement un peu étrange qui vient du fait qu'il y a une sorte de pression due au trade de Gobert, quoi. Et que tu te dis, il y a eu tellement qui ont été investis et il n'y a plus de tour de draft jusqu'à je sais plus quand, que finalement c'est une très belle surprise de faire cette saison. Et en même temps, il y a une forme de pression, quoi. Ça vient pas de nulle part, il y a eu un gros investissement, donc ouais, c'est pas tout à fait comme, je sais pas moi, le Thunder actuellement, on se dit, ouais, ils ont le temps, ils ont plein d'assets, ils sont jeunes. Là, c'est pour ça que c'est un peu différent, et Gobert a pas non plus 25 ans, quoi. Donc bon. Après, attention, hein, le Thunder, hein, on le dit aussi en 2012, hein, ils ont le temps, ils ont... Il y a toutes ces histoires de Securitax et tout ça aussi qui font que oui, c'est comme si ça venait de commencer, mais qu'il était possible que ça finisse aussi assez vite. Ouais, ça vient de commencer, mais il faut pas traîner, quoi. Et puis voilà, c'est un peu cette idée, mais non, il y a peut-être un côté aussi déception de tu fais tomber Denver le champion, attaque ultime, etc. Et déception entre guillemets de dire mince, quoi, on perd contre une équipe qui est censée être moins fort, en tout cas sur une saison régulière, etc. C'est bon.
peut-être on en parlera, mais c'est aussi une question de fit et de match-up hein. Au niveau des playoffs, c'est juste pas le bon match-up, peut-être Dallas, mais je peux comprendre qu'il y a un peu cette ambiguïté, en tout cas chez les fans des Wolves, de le côté c'est génial ce qu'on a fait, et en même temps, est-ce qu'on n'aurait pas aussi pu faire plus à la fin, quoi. C'est peut-être cette mini-déception. Mais bref, on va parler de tout ça, rentrons dans le vif du sujet. Donc le programme aujourd'hui, vous le savez, les bilans 2024, qu'est-ce que c'est? C'est notre format des stats de la saison, on fait des bilans via des stats, sachant que vous le savez, ce format est un peu un prétexte, hein. Donc le bilan d'une équipe en 10 points clés, 10 stats, 5 chacun, et ce sont des stats, vous le savez, qui sont soit intéressantes à faire monter à la surface, soit sinon un peu un prétexte pour aborder plein de petits sujets pêle-mêle, ça vous le savez. Eh bien Rafa, habitué du Basket Lab et de ce format, je peux te lancer directement, on peut commencer tout de suite si tu veux bien. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour les Wolves 2024? Bon, alors j'en ai pas mal, donc j'hésite un peu, mais je vais commencer par une positive. Ça va être 119.2. Et cette stat, c'est ce qu'on appelle le PSA sur Cleaning the Glass, c'est-à-dire le nombre de points par tir sur 100 possessions. Donc ça équivaut à 1.19 points par tir marqué. Et c'est celui d'Anthony Edwards en playoff. Ouais. Alors pourquoi j'ai choisi cette stat? Parce que si j'ai pris les 15 plus gros usages en playoff, donc les 15 joueurs qui ont eu le plus la balle, le plus de tirs, etc. Plus gros volume, ouais. Le plus gros volume. Et ce total-là, pour Edwards, est le 4e meilleur de tous les playoffs. Derrière Lillard, qui a pas beaucoup joué, donc c'est pas complètement révélateur, c'est sur une seule série, Jokic et LeBron James. Et LeBron James n'a pas non plus beaucoup joué puisque c'est sur 5 matchs de souvenir. Ouais. Donc c'est bien mieux que Doncic. Donc je le redis, 1.19, c'est mieux que Doncic qui est à 1.11, que Tatum qui est aussi à 1.11 ou que SGA qui est à 1.16. Donc cette stat, elle me paraît vraiment révélatrice du niveau qu'a eu Anthony Edwards en playoff et de cette alliance usage-efficacité qui était un des points d'interrogation. On a souvent parlé tous les deux dans les divers podcasts de sa capacité à augmenter son efficacité tout en augmentant son usage. Ouais. Il me semble que ces playoffs ont montré qu'il en était capable et que là on a vraiment un score d'élite pour le coup. Oui, clairement, c'est d'ailleurs si on compare avec la saison régulière, donc le fameux PSA, alors le PSA c'est Point Per Shot Attempt, hein, c'est un peu ça. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre, jamais compris parce que Cleaning the Glass appelle ça Point Per Shot Attempt, donc par tir tenté, mais il le présente par 100 tirs tentés, la stat. Toujours un peu bizarre, mais bref. Donc il est passé en saison régulière de 1.16 à 1.19, donc il augmente par rapport à la saison régulière. Notamment, ce qui a bien aidé, c'est que le pull-up à 3 points est notamment pas mal rentré. Hein. Tu me diras ce que t'en penses, mais on a vu ça aussi pendant les playoffs. Et d'ailleurs, tu regardes 41% sur les playoffs en termes de 3 points, réussite à 3 points, c'est très bon, alors que lui, il est en général plutôt autour des... Voilà, c'est un shooter à 37-38, on va dire. Donc 41%, c'est une belle marque et on voit que c'est pas mal de pull-up parce que il a jamais été aussi peu assisté sur ces 3 points. Donc ce qui veut bien dire pull-up et pas que des catch and shoot. Hein. C'est pour ça que c'est bien parce que il a une bonne efficacité. Il a eu une bonne efficacité alors que c'était que des tirs compliqués. Peut-être la seule déception, ça a été la série contre Dallas. Mais je pense qu'il faut aussi se rendre compte de à quel point en fait. Pour le coup, moi, je tempérais un peu les critiques qu'il y a eu que sur la série contre Dallas parce que on a bien vu que tactiquement, c'est pas que de sa faute. Moi, j'aime bien un peu lui taper dessus en termes de sélection de tir, etc. En fait, là, contre Dallas, il n'y avait pas de spacing, il y avait nulle part où aller. Et en fait, c'était peut-être un des seuls à pouvoir se créer son tir de manière un peu qualitative. Donc oui, il y a eu un peu des mauvais choix, mais franchement, je trouve que sa série contre Dallas, elle est surtout marquée par le fait qu'on ait une défense en face qui était une des meilleures défenses de NBA et des playoffs en termes de réduire l'espace, boucher l'espace, et qui a pu être possible aussi parce que Minnesota n'avait pas un bon spacing. Donc je crois que sur ces chiffres d'efficacité que sur Dallas sont un peu plus bas, et beaucoup de monde a été un peu déçu. Mais bon, finalement, moi, je le nuancerai clairement, et en effet, on est quand même sur une campagne de playoff de très haut niveau, et même, j'en rajoute aussi, j'aimerais bien avoir ton avis, mais je trouve aussi que son passing en playoff a été pas mal, notamment la série contre Denver où ça commençait un peu à amener des edges sur lui, des 2 contre 1 sur le ballon. On voyait qu'il était capable de ressortir assez bien et que Minnesota arrivait à créer du jeu à partir de ça en fait. Oui, d'ailleurs, j'ai hésité avec une autre stat qui est 27.7, c'est son assist percentage, donc c'est le nombre alors, comment l'expliquer clairement, c'est le pourcentage de tirs
Quand il est sur le terrain et quand un panier est marqué par son équipe, 27% des paniers étaient assistés par lui-même. Voilà, c'est un peu ça. Exactement. C'est bien mieux expliqué que ce que j'allais faire, qui allait être très confus. C'est ça. Et 27,7, c'est vraiment bien, et surtout c'est en hausse par rapport à sa saison régulière où c'était 24,1. Et si on reprend son historique, en sa première année, son année rookie, il est à 14% d'assist percentage. Et peu à peu, ça monte, 17,3 deuxième année sophomore, 19,2 l'an dernier, 24,1 cette année et 27,7 en playoff. Et ça, c'est un signe de son évolution comme playmaker qui est effectivement très impressionnante sur ses capacités. Alors, je dirais pas qu'il est devenu... c'est pas Doncic, c'est pas LeBron James, c'est pas quelqu'un qui va sortir des passes, on comprend même pas comment il a fait, c'est pas Jokic évidemment. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et tu as tout à fait raison, c'était notamment le cas dans la série contre Denver, c'était sa capacité à être patient. Et ça, finalement, on dit souvent, il y a un peu ce cliché de la phrase, le jeu ralentit pour les jeunes joueurs quand ils commencent à maîtriser, mais là, on avait vraiment cette impression qu'il se précipitait pas, il attendait de voir, et il faisait la passe qu'il fallait faire au bon moment. Alors, c'est pas une passe qui crée forcément quelque chose qui n'existait pas avant, comme peut le faire Jokic ou d'autres. Mais c'était un signe d'une vision du jeu qui s'améliore sur les edges, sur les prises à deux et tout ça, puisqu'il y avait des prises à deux permanentes sur lui. C'est quelque chose qu'il a eu un peu plus de mal à faire contre Dallas, mais aussi parce que la défense de Dallas était tellement longue, avec Derrick Jones, avec Washington, Exum et autres, qu'il avait un peu plus de mal à avoir des lignes de passe faciles s'ouvrir. Et il laissait très ouvert tous ceux dans l'effectif qui ne sont pas des très très bons shooters. Mais tous ces indicateurs statistiques, en tout cas, sont, je trouve, très très positifs, parce que être capable d'augmenter en play-off, en étant la première option, à la fois son efficacité au tir et son playmaking et son assist percentage, c'est vraiment super intéressant, surtout en continuant à proposer une très bonne défense, quoi. Donc moi j'avoue que j'ai toujours été optimiste sur Edwards, mais que j'ai été quand même assez impressionné par sa série de playoffs. Mais d'ailleurs, petite note au passage, mais tu vois, encore une fois, moi je trouve que les critiques étaient un peu exagérées sur la série contre Dallas par rapport à Edwards. Mais qu'est-ce qui est passé, Rafa, la série d'après? Tatum a eu les mêmes critiques. Le côté, ouais, il score pas beaucoup et tout. Mais en fait, parce que c'est la défense Dallas, elle joue d'une certaine manière, qui fait que, en face, tu dois aussi, le joueur s'adapte, quoi. Et la différence entre Edwards et Tatum, c'est que Tatum, très peu de scoring, mais pourquoi? Parce qu'il y avait des aides, et donc il faisait le kick-out. Mais la différence, c'est que Boston, ils avaient des shooters. Et oui, voilà, exactement. Et que Minnesota en avait moins. Donc on a un peu moins vu cet aspect-là, mais tu vois, c'est marrant parce qu'on a eu un peu les mêmes critiques, Tatum, Edwards, je trouve, de séries d'affilée. En fait, c'est aussi surtout la conséquence de ce que propose Dallas en défense, quoi. Et bref, c'était un peu rigolo ça, mais au niveau de l'assist percentage, moi, la nuance que je mets, j'aime pas cette stat. J'aime pas trop cette stat parce que pour moi, elle est trop... en fait, plus tu es un monopolisateur de ballon, plus tu as des chances de briller sur cette stat. C'est un peu la grosse faiblesse de l'assist percentage. Parce que voilà, en fait, plus tu as de ballon, plus quand il y a une assist qui survient, c'est probable qu'elle vienne de toi. Parce que si toi qui as toujours ballon, tu vas voir les trucs de Kobe Bryant à l'époque, les grandes années où il monopolisait tout, il a quand même des bons assist percentage, mais parce que les autres n'avaient jamais la balle. Donc il pouvait jamais y avoir un assist qui venait d'un autre. J'exagère, mais ce que j'aime bien, moi, du coup, pour juste régler ce petit problème, c'est que tu divises par l'usage, du coup. Donc tu as le fameux ratio de playmaking, tu sais, où comme ça, tu élimines un peu cette donnée-là du monopolisation de ballon. Et en effet, je te rejoins, et on le voit aussi dans les chiffres, ce chiffre de ratio de à quel point tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons, il explose en fait pour Edwards. Il a clairement quasiment doublé entre son début de carrière et actuellement, donc 0,73 cette saison de ratio. Le chiffre, on s'en fiche, mais voilà, 0,73, il partait de 0,50, et même en playoff, c'est monté à 0,9 quasiment. Donc on est vraiment sur quelqu'un, comme tu dis, qui, au fur et à mesure, son jeu n'est plus que seulement du scoring et très peu de passing. On n'est pas non plus dans la zone Doncic, Harden, LeBron, etc. C'est pas ce type-là. Mais on est de plus en plus, je trouve, on se rapproche en fait, un scoreur un peu polyvalent. Pas le playmaker principal, mais le scoreur un peu polyvalent qui peut scorer et passer. Et même, c'était un peu ma frustration sur la série contre Denver, c'est qu'en début de série, ça marchait bien. Le côté, on fait des pick and roll, on amène la pression, et puis lui, il peut libérer. Et puis, on avait un peu arrêté de le faire. Donc ça, j'avais pas trop compris cet aspect-là. Mais oui, ça fait un peu partie on peut le dire, la grande saison de Edwards, qui, moi, je trouve, a progressé sur beaucoup de points cette saison de manière assez conséquente, en fait.
Oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, ce qui est intéressant, je trouve, dans le profil, c'est que euh, son, les turnovers n'ont pas augmenté. Oui, Parce que avec exactement. l'usage qui augmente, souvent le nombre de turnovers augmente. Et là, c'est pas vraiment le cas pour lui. Et c'est marrant que tu parles de Tatum parce que finalement, son profil à Edwards, du point de vue statistique, commence à se rapprocher de celui de Tatum. C'est deux joueurs qui sont assez proches dans la même. Si on compare l'efficacité de Tatum est un peu au-dessus, mais sinon en termes d'assists, de turnover, même de De skill set aussi, hein, c'est pas des gros passeurs, voilà, mais c'est ils peuvent ça, un peu tout faire, quoi. de défense aussi. C'est Ouais, deux joueurs exactement. à qui il manque sans doute un peu plus de génie au playmaking pour être dans le top, je sais pas, 3, top 5 des joueurs NBA, mais qui sont vraiment extrêmement complets et capables de scorer partout, capables d'être bons en défense, capables de switcher. Plus que bon d'ailleurs, hein. Les deux sont plus que bons en Oui, défense. oui, oui. Ils peuvent être excellents Ouais. teams, quoi. Je pense que Tatum est un peu au-dessus en défense off-ball, où Edwards a encore un peu des trous, quoi. Mais Ouais. Mais clairement, pour des standards de star offensive, je pense qu'il c'est peut-être parmi les meilleurs défenseurs, notamment on-ball, avec la polyvalence et même le niveau affiché, etc., ouais, quoi. ouais, complètement. Et je trouve que ce qui est positif aussi dans la saison d'Edwards, c'est que, alors là, je parle pas seulement des playoffs, mais en général, il a vraiment augmenté son adresse au cercle. Il est de plus en plus assertif dans la manière d'aller au cercle. Oui. Il est passé à 69% de réussite cette année. Pour comparer, il était à 64 l'an dernier. Donc c'est quand même un vrai saut qualitatif. Il était à 59 dans son année rookie. Euh, donc tous les indicateurs, et là encore c'est assez proche de Tatum, c'est marrant, tous les indicateurs sont en hausse, mais de manière progressive chaque saison. Euh, Comme si peu à peu le déchet s'en allait de son jeu. Alors il en reste, hein, mais c'est de plus en plus stable, de plus en plus complet. Et c'est quand même vraiment bon signe ça pour le coup. Même si t'as l'air de le défendre, après tu dis c'est un vrai saut, j'ai pas compris. Non. Un saut d'efficacité, pardon, évidemment. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais alors, je peux enchaîner un peu avec ma première stat du jour, qui était un peu là-dessus, si on reste sur Edwards. Moi, c'était 14. 14%, c'est son shooting foul percentage. Qu'est-ce que c'est le shooting foul percentage? C'est les fautes provoquées spécifiquement pendant une tentative de tir. Et pas quand il dribble, et pas quand il monte le ballon ou autre. Pendant une tentative de tir, donc vraiment la vraie capacité à provoquer une faute, hein, comme on dit. Et 14%, sachant que les années d'avant, il était donc l'an dernier à 12, 9% l'année d'encore avant, 10%. Voilà, c'était pas mal. Là, on monte à 14. Et pour dire, hein, par exemple, on passe du 70e centile, à peine mieux que 70% des joueurs à son poste, aujourd'hui au 97e centile. Donc c'est pas mal. Et si on regarde donc spécifiquement ce que Cleaning the Glass, le site, appelle les points et les combos, donc les meneurs et les combo guards, en fait, quatrième de NBA. Quatrième de NBA chez ces petits, entre guillemets, petits joueurs, donc juste derrière SGA, Doncic et James Harden. Voilà, donc un peu les maîtres de l'exercice, évidemment. Et si on rajoute même ce qu'on appelle les wings et les forwards, donc un peu les ailiers, et donc on regroupe un peu tous les extérieurs, en enlevant les pivots toujours, hein, qui ont des standards différents, mais parmi les extérieurs, il est 16e de NBA. 16e sur 170 joueurs qui ont un certain temps de jeu. Donc voilà, pour moi c'est aussi une des. Alors il y en a eu plein cette saison, des améliorations dans son jeu. Le playmaking, où il est passé de je fais des flashs à je suis quand même bien meilleur, on en a parlé. La défense, où pour moi on est passé de, là encore, un mec qui avait des flashs à aujourd'hui quelqu'un qui est vraiment un très bon défenseur. Et donc il y a cette capacité aussi à tirer les fautes et qui à mon avis est aussi un signe de son agressivité. Et tu as parlé un peu des tirs au panier, etc. Mais je trouve qu'il fait plus de drive. Et de plus en plus, on voit aussi cet aspect de bah ouais, en fait, t'as les outils et tu pourrais être le meilleur driver de NBA. Et ça a toujours été un peu mon reproche, hein, ce côté, mais non, mais tu prends trop de pull-up alors que tu as des outils fabuleux. Et là, année après année, mais surtout cette année, on voit qu'en fait, quand il veut, déjà il le fait de plus en plus, et quand il veut, en effet, on a des trucs assez incroyables, quoi. Il y a certains matchs cette saison où il fait à peu près ce qu'il veut en termes de drive pour aller au panier et pour finir au panier, face même à des défenses d'élite, quoi. J'ai pas mal de souvenirs de cette année contre les Clippers notamment, ou des matchs comme ça, où en fait, il fait. On voit ce côté drive un peu implacable. Et donc voilà, je voulais un peu citer ce pourcentage de provocation de faute, en fait, parce que ça montre un peu, ça illustre un peu cette agressivité de plus en hausse, on va dire, et ce côté drive aussi en hausse, même si, bon, l'efficacité générale est toujours au niveau de la moyenne, parce qu'on a tout de même un régime de tir qui parfois prend beaucoup de pull-up sans être
ultra efficace, voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même de l'amélioration mine de rien. Et puis pour ajouter aussi une dernière stat que j'avais notée, on a parlé du passing qui augmente, et comme tu dis aussi dans le même temps, les turnovers diminuent même. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que non seulement son volume augmente, mais même sur ce volume qui augmente, il fait plus de passes, donc il prend plus de risques, et pourtant son nombre de turnovers baisse. Alors que, comme dit, faire une passe, c'est risqué, et donc c'est les passeurs qui ont le plus de turnovers généralement. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que il augmente un peu son volume au scoring, il augmente sa fréquence de drive, son agressivité, ses lancers francs, même le passing, et en plus, moins de pertes de balles, donc c'est tout de même assez appréciable pour une saison qui finalement est assez vraiment complète, je trouve, où je sais que moi j'ai toujours été un peu plus patient, on va dire, sur lui. Là, clairement, on est, comme dit, sur un peu la concrétisation de plus en plus et de mieux en mieux de son potentiel, où je trouve qu'on est passé d'un joueur qui était déjà très bon, mais surtout avec des flashs de brillance par-ci par-là, où là ça devient de plus en plus régulier, donc tant mieux en fait. Oui, pour compléter ta stat initiale, et alors ça je sais pas exactement comment l'expliquer, mais je me rappelle très bien qu'il y a 1 ou 2 ans, quand on avait fait un podcast sur les Wolves, tu t'es interrogé un peu sur son toucher, et son adresse au lancer est passée de, en gros il était à 76-77 à cette année 83. Ouais. Ce qui est vraiment là pour le coup un saut assez spectaculaire. Alors il faut voir si ça dure, mais en tout cas en playoff c'était le cas aussi, en plus il était à 80,5, donc voilà. Donc ça participe aussi, je pense, s'il y a une amélioration. On sait que souvent on dit que le toucher c'est un peu inné, que c'est difficile d'améliorer ça. Bon, j'imagine que ça se bosse quand même un peu, et être capable d'améliorer à la fois la finition au cercle et l'adresse au lancer, c'est quand même un signe aussi assez positif d'une progression. Alors je sais pas à quoi elle est due exactement, ça. Est-ce que c'est un travail spécifique ou pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est un autre indicateur qui pointe vers le haut, quoi. Ouais. Oui, et puis tu as parlé des pourcentages au panier, mais je crois que si on fait, non pas tous les tirs au panier, mais spécifiquement sur drive, de par notamment donc, tous ces lancers francs en plus, il a une productivité, une efficacité sur les tirs en fin de drive spécifiquement, et pas que les cuts et pas la transition, etc., mais qui a vachement augmenté, et qui est même top 10, top 15, je sais plus, j'ai pas exactement les chiffres sous les yeux, mais voilà, on avait avant un joueur qui était au niveau de la moyenne, qui là a fait un vrai jump vers le haut du classement sur l'efficacité en drive. Donc ça, c'est aussi très appréciable. Tiens, avant de passer à autre chose, je peux te poser la question. Comment est-ce que toi, tu vois, imaginons que Edwards est MVP. Voilà, Edwards est MVP dans le futur. Quel est pour toi l'outil qu'il a développé ou l'aspect du jeu qu'il a développé pour atteindre et pour franchir le dernier step peut-être? À ton avis, c'est quoi qui peut encore le faire passer dans une strate supérieure? C'est une bonne question, c'est pas évident. Je pense que le playmaking, malgré tout, continue à progresser là-dessus. Moi, il y a une arme sur laquelle je pense qu'il faut qu'il se penche depuis presque le début, c'est le flotteur. Il me semble que il est encore un peu limité là-dessus, même si on a vu des choses. Il a ajouté quelques armes de ce point de vue-là qui sont intéressantes à mi-distance, mais il me semble que parfois dans son jeu de mi-distance proche, c'est-à-dire pas le tir juste devant la ligne de 3 points, il peut être soit un peu confus, soit pas très très précis, alors qu'il aurait les armes pour marquer de ce point de vue-là ses armes physiques, la suspension, la capacité à maîtriser son propre corps en l'air, etc. Donc, je pense que le flotteur, là, ça pourrait faire de lui un attaquant assez inarrêtable pour le coup, plutôt que d'essayer d'aller au cercle en permanence. Et je pense que notamment dans la série contre Dallas, il y avait une sorte de barricade devant le cercle. Ça aurait pu aider pour une fois, jouer un peu plus à mi-distance et de tenter un peu plus ce genre de choses. Mais c'est aussi un écosystème général, c'est-à-dire que à mi-distance, il y a toujours un peu moins de place dans le jeu des Wolves, parce qu'il y a Gobert qui est en train de circuler, parce qu'il y a Towns qui aime bien être dans cette zone-là aussi parfois. Quand il y avait Kyle Anderson sur le terrain, c'est le spot de Kyle Anderson. Donc, bon, il n'y a pas forcément beaucoup d'espace à cet endroit-là, mais je pense que ça mériterait d'être développé un peu. Je dois dire que je le vois pas. Je pense pas qu'un jour il devienne un manipulateur de haut niveau en termes de pick and roll, etc. Je pense que déjà être un passeur un peu comme il est actuellement, où voilà le profil un peu scoreur qui peut passer, mais je pense pas qu'il devienne un joueur, un passeur d'élite comme d'autres, parce que d'autres partent de déjà beaucoup plus haut, donc c'est pas son jeu non plus. Par contre, c'est vrai que je pense que le step up qu'il peut faire, c'est au niveau de l'efficacité, assez clairement,
Et là, je pense qu'on peut gratter un peu de valeur sur peut-être la sélection de tir, peut-être on peut encore continuer à gratter de la valeur sur le shooting foul percentage, donc la capacité à provoquer des fautes, parce que voilà, j'ai dit, il est à 14%. Il faut savoir que les tout meilleurs de NBA, donc des SGA, des Doncic, des Harden, même encore aujourd'hui, des Jimmy Butler, c'est des mecs qui vont aller gratter et titiller vers les 20% quoi, de shooting foul percentage. Et ça fait des tonnes et des tonnes de lancers francs en plus. Donc voilà, un peu de sélection de tir, toujours un peu plus de lancers francs, plus troisième élément aussi, le spacing. À quel point aussi est-ce qu'un bon spacing peut pas aussi débloquer plus que ça ce côté drive en fait, et ce côté s'il y a de l'espace, je peux attaquer l'espace et aller au panier. Et donc si tu échanges pas mal de tes pull-ups sur des pull-ups à 40-45% de réussite attendue, donc 0,80 points par possession, t'échanges ça contre des drives où il est à 1,10, 15 ou 20 points par possession attendus, voilà, de suite tu peux faire un jump. Donc je pense que en vrai, je pense qu'on n'est pas si loin d'un Edwards qui pourrait encore aller gratter plus haut, mais voilà, c'est comme dit aussi, c'est toujours le dernier step peut-être qui est le plus difficile à passer, mais en tout cas lui il pourrait avoir les outils pour aller encore un peu plus haut, je pense en tout cas. Ouais, tout à fait, et c'est vrai que ça dépend pas seulement de lui, mais aussi de la manière dont l'équipe est organisée, quoi. Et tant qu'il y a Gobert, de fait le spacing peut pas être complètement idéal. Après Utah a réussi à bâtir des bons spacing autour de Gobert, mais il y avait d'autres compromis qui étaient la défense autour. Du coup, la défense c'était plus que Gobert, et on a vu que ça bloquait aussi. Mais non, franchement, tu vois, c'est peut-être fiction, hein, théorie, mais je pense que tu le mets dans l'équipe de Boston face à cette défense de Dallas. En finale, tu vois, tu swaps Tatum et Edwards. Je pense pas qu'il y ait une différence énorme en termes de à quel point il peut créer du jeu sur des driving kicks, etc. En tant qu'initiateur de l'attaque, dans un bon spacing, et face à une défense Dallas qui amène un mec en premier rideau plus un mec en deuxième. Alors là, tout ce jeu de driving kick que Tatum a fait, qui n'était pas son jeu de base, mais qui a été obligé de faire parce que la défense dictait ça, je pense pas qu'Edwards soit beaucoup moins bon que Tatum si tu le mettais dans un tel spacing, quoi. Donc pour moi, il y a aussi un peu à gratter de ce côté-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour Minnesota 2024 ? Bon, alors elle est un peu décevante parce qu'elle n'est pas très originale, mais je me suis dit qu'il fallait quand même en parler. Donc la deuxième stat, c'est 108.9, c'est le defensive rating des Wolves, qui était le meilleur de NBA, et de très loin, puisque le deuxième était à 111.5. Et bon, alors je le complète quand même en disant que en playoff, ce defensive rating est baissé à 112.9, ce qui est vraiment moins bien, et qui était le 10e de la ligue. Donc la défense a un peu moins tenu le coup en play-off, mais bon, le fait est que si les Wolves ont fini cette saison-là, c'est parce que leur défense était une défense d'élite, et de très loin la meilleure de NBA, et parce qu'ils n'avaient aucun point faible en défense cette année, en tout cas en saison régulière. Si je peux me permettre, Rafa, c'est aussi normal que le defensive rating soit moins bon en playoff, puisque t'affrontes pas Portland, Washington, Orlando, Atlanta, t'affrontes que Denver cette fois, plus Dallas, enfin t'affrontes que des bonnes attaques, quoi. Donc le chiffre est peut-être aussi à relativiser. C'est pas comme si la défense était effondrée, c'est juste que vous avez aussi rencontré des attaques bien meilleures en fait, mécaniquement. Ouais, t'as tout à fait raison. Ce qui est ce qui pose peut-être un peu plus question, c'est le rang. C'est-à-dire que c'était pas du tout la meilleure défense de NBA en playoff. Alors bon, ensuite, c'est sur les rangs en playoff, faut faire gaffe, parce qu'il y a des équipes qui sont bien classées alors qu'elles ont joué que 5 matchs ou 6, quoi. Donc ça dépend des match-ups. Je pense, enfin j'ai pas fait le calcul, j'ai pas vérifié, mais que les Wolves étaient meilleure défense après le premier tour, parce que vraiment les Suns n'arrivaient absolument pas à marquer. Donc c'est plus sur un ou deux matchs contre Denver que là il y a eu, on a pris 120 ou 130 points, et sur la série contre Dallas où c'était plus compliqué. Mais bon, donc c'est moins révélateur en tout cas que la stat sur 82 matchs et sur toute la saison. Et donc je la complète juste parce qu'en fait j'ai pas tant de choses à dire sur cette stat, à part que ils étaient bons en défense. À part que ça défend bien. Voilà, c'est de très très loin la première en défense sur demi-terrain. Donc
Calf Court, 92,4 points encaissés par 100 possessions. Il est la 4e en transition, mais c'est vraiment une défense qui est structurellement solide sur demi-terrain. Ce qui n'est pas toujours le cas, enfin si, souvent les bonnes défenses le sont, structurellement solides sur demi-terrain, mais il y en a beaucoup aussi qui ont cette capacité à complètement supprimer la transition des autres équipes. Et là, c'est un peu le cas, mais pas que. Les Wolves avaient cette capacité à forcer des turnovers, à protéger le cercle. Et ça, c'est dû à deux choses. C'est évidemment Rudy Gobert. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de passer un quart d'heure sur lui parce qu'on sait tout ce qu'il apporte. Et puis, ce qu'il n'y avait pas à Utah chez Rudy Gobert, avec Rudy Gobert, c'est d'avoir 3 voire 4 joueurs d'élite sur le périmètre pour forcer les turnovers, qui sont très difficiles à passer, donc Edwards, McDaniels et Alexander Walker, qui de ce point de vue-là est vraiment une révélation, qui défensivement a été extraordinaire, plus Kyle Anderson, qui est vraiment un très très bon défenseur, un peu surestimé, mais un peu sous-estimé, pardon. J'ai eu peur. Ouais, c'est un peu moins spectaculaire, parce que c'est moins du 1 contre 1, ou comme Edwards ou McDaniels, où on donne l'impression qu'il enveloppe complètement le défenseur, mais c'est un défenseur absolument d'élite, off-ball, très intelligent, un peu comme pouvait l'être Robert Covington à une époque. Et donc ce personnel-là, plus Mike Conley, qui est très intelligent lui aussi, même s'il a plus de limites physiques, fait que c'était vraiment très très compliqué de scorer contre les Wolves. Et ça, croyez-moi, je n'en reviens toujours pas de pouvoir avoir une équipe de Wolves qui défend comme ça, parce que j'ai à peu près jamais vu ça, sauf avec 20 matchs à l'époque de Robert Covington, justement. Tu as connu des raquettes Kevin Love, Michael Beasley, on le rappelle, notamment. Quoique je dis ça, mais il doit y avoir pire encore, peut-être, non? Kevin Love, Darko Milicic, c'était aussi... Darko, ouais, c'est vrai. Je pensais à Pekovic, mais Pekovic n'était pas le pire de cette période-là, finalement, donc ça va. Mais non, mais alors, effectivement, j'ai des stats aussi là-dessus, mais ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que, tu vois, tu parles des chiffres qui, en play-off, encore une fois, sont pas dans les meilleurs de NBA, en tout cas pas sur les playoffs, avec les nuances que tu as apportées aussi de certains, ces petits échantillons, ils ont juste fait 4 matchs ou autre. Donc, ils n'ont pas le premier defensive rating de NBA sur ces playoffs, mais en même temps, quelle autre équipe avait les outils pour arrêter Denver défensivement? Il y avait des équipes qui, je pense, pouvaient battre Denver, peut-être que le spacing de Boston, notamment, aurait pu gratter des points et faire du mal à la défense de Denver, mais quelle défense avait les outils pour vraiment stopper à ce point et poser autant de problèmes à l'attaque de Denver? Honnêtement, j'en vois pas trop, quoi. Et pour moi, c'est aussi, c'est un peu malheureux pour Denver, tant pis pour eux. Alors, en plus, ils auraient pu gagner la série s'il n'y avait pas un peu gâché la deuxième mi-temps du match 7. Mais je veux dire, tu vois, c'est aussi une question de fit, les match-up en play-off. Et pour moi, le fit était absolument parfait et personne d'autre ne possédait ses atouts pour à ce point freiner Denver, c'est-à-dire donc à la fois un pivot, c'est marrant parce qu'on a fait beaucoup sur Jokic qui met beaucoup de points face à Gobert. Oui, alors c'est quand même un peu plus complexe que ça, quoi, parce que soit Towns était en 2 contre 1, donc Towns il avait l'aide de Gobert quand c'était Towns qui était sur Jokic, et c'était un peu ça le plan, et quand ensuite ça a changé pour pas faire de prise à 2, on a mis Gobert sur Jokic. Ok, il s'est fait un peu avoir, mais en même temps qu'il se fait pas avoir par Jokic, donc c'est un peu là-dessus il faut faire attention à comparer les chiffres des défensifs de Towns qui était en 2 contre 1 ou alors Gobert qui était en 1 contre 1, c'est pas pareil. Mais voilà, il y avait un peu ce truc pour moi où Denver serait tombé contre OKC, contre Dallas au deuxième tour. Je pense qu'ils les auraient assez facilement, peut-être pas assez facilement, mais ils auraient posé beaucoup plus de problèmes parce que personne ne peut gérer Jokic. Là, la force de Minnesota, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a un peu ce double truc, quoi. C'est défense au poste, défense intérieure et aussi défense d'élite dans le périmètre, qui est vraiment un profil unique en NBA à mon sens, quoi. Oui, et puis c'est vrai que mine de rien, dans le parcours en play-off, tu rencontres Phoenix, Denver, Dallas, qui sont tous les 3 des équipes qui sont, j'avais vérifié, mais je crois que j'ai les chiffres là, oui, 5e, 8e, 9e attaque de la NBA. Donc forcément, même si tu es très bon en défense, tu vas prendre des points. C'est pas comme si tu rencontres, je sais pas moi, Orlando. C'est pas pour critiquer Orlando que je dis ça, mais on sait bien qu'Orlando, leur point fort, c'est pas l'attaque, c'est la défense. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis l'effectif avait été construit justement pour être le match-up parfait contre Denver. Et le fait est que ça a marché. Et qu'on avait vu d'ailleurs dès l'an dernier que dans la série de playoffs, certes elle est
perdu 4-1, mais que c'était sans doute l'équipe qui avait posé le plus de problèmes en termes de match-up à Denver. Parce qu'il y avait quelque chose là qui gênait profondément la relation Jokic-Murray, et qui arrivait aussi à complètement neutraliser le shooting de Caldwell Pope, notamment. Donc, je pense que, en tout cas, même s'il y a eu des petits problèmes dans cette aventure en play-off de cette année, ça contredit l'idée, qui était un préjugé, qu'une défense organisée autour de Gobert était élite en saison régulière, mais était inefficiente en play-off. Et plein de gens les plus intelligents et qui se contentent pas de répéter les préjugés disaient mais c'est pas vrai, même avec Utah c'était pas vrai que c'était la faute de Gobert. C'était la faute des autres parce que c'est difficile de bien défendre quand t'as Joe Ingles, Donovan Mitchell et je ne sais plus qui. Mais le fait est que là ça a été une preuve très claire, Gobert a pas fait du tout de mauvais playoffs, il a fait de bons playoffs. Sa présence a été cruciale contre Jokic et même je trouve contre contre Phoenix c'est sûr, mais même contre Dallas, il n'y a pas grand chose à reprocher à Gobert. Le problème restera toujours la question de l'attaque avec la présence de Gobert et de comment faire pour que tu aies une attaque qui soit suffisamment efficace quand tu as un complet non-shooter qui en plus n'est pas très très habile de ses mains et qui n'est pas un bon passeur dans ton 5 majeur et que tu dois garder 35 minutes sur le parquet parce qu'il est tellement bon en défense. Mais je pense qu'au moins là c'est une réponse très claire et qui va un peu faire du bien sans doute à la réputation de Gobert qui, je sais pas trop pourquoi, est une sorte de souffre-douleur de la communauté NBA. Bon, on va pas détailler pourquoi, mais effectivement, je pense que le fait qu'il soit pas américain, le fait qu'il s'est pas posé un dribble, les autres joueurs l'aiment pas trop non plus. Bref, je sais pas trop. Mais non, mais comme tu dis, on a déjà parlé avec sur le Basket Lab avec, plein de fois, mais notamment avec Jérémy qui était venu nous présenter un article et voilà, on a expliqué que en fait les équipes de Utah c'est surtout en attaque que ça calait. Parce que finalement, les performances défensives, même face aux Warriors, même face aux Rockets de James Harden, mais relativement à la moyenne, étaient plutôt pas mal. Le problème de Utah, c'est que au début, c'était une équipe qui était défensive, qui ensuite a fait sa mutation vers de l'attaque. Et donc, au début, les équipes étaient défensives, et c'est l'attaque qui calait. C'est Rubio, etc. C'est cette période-là où ça manquait un peu d'attaque, très simplement. Et après, oui, tout ce qui est la période d'après où la métamorphose en équipe offensive a été faite. Quand t'avais que Gobert qui faisait la rotation, mais qu'ensuite personne venait aider celui qui aide, la série contre les Clippers 2021 notamment, c'est un peu plus compliqué, mais on en avait parlé en plus tous les deux l'an dernier. On avait fait un épisode de stade de la saison sur les Wolves, et on avait dit, finalement, c'était quand même pas si mal que ça, quoi. Et c'est peut-être un peu tôt pour parler de déclin, d'échec ou quoi que ce soit, quoi. Peut-être on va peut-être laisser un peu de temps au temps, quoi. Et tu vois, sur la série contre Dallas, je pense que ça n'a pas assez été dit, pardon. Mais pour moi, le problème vient pas de lui. Le problème vient que tu as deux éléments qui ne peuvent pas switcher. En fait, tu as Karl Anthony Towns qui ne peut pas trop switcher et Conley aussi. Et ce qui fait quelle a été la conséquence, c'est que tu pouvais pas jouer autant avec les match-ups. Déjà, tu pouvais pas switcher. Très simplement, et tu peux pas autant jouer avec les match-ups, et notamment ce qu'on a vu c'est que c'est une série où Gobert n'a pas du tout été utilisé en safety défensif, tu sais, en roamer, où on le met sur un petit, on le met sur un non-shooter et puis il peut rôder autour du panier et venir aider. Là non, là niveau match-up c'était compliqué, donc on a été obligé de le laisser sur un intérieur, et donc forcément il était impliqué sur les pick and roll, et donc forcément il devait gérer les 1 contre 2 aussi. Pourquoi? Parce que en premier rideau, on l'a déjà beaucoup développé, mais en premier rideau t'avais pas quelqu'un d'assez costaud pour repousser en premier rideau Doncic suffisamment, et donc voilà, le drop est quand même un peu plus complexe que juste Dallas a marqué et donc c'est la faute de Gobert. Non, le fait est aussi que tu vois, OKC aussi faisait un drop, mais ça passait parce que Lou Dort en premier rideau, ça réussissait à repousser juste assez Doncic, quoi, niveau physique. Oui, c'est là où McDaniels, qui est un excellent défenseur, est un peu léger face à Doncic. C'est pas le super bon match-up parce que par Dort et McDaniels, Dort il est énorme. Daniels, il est encore un peu tout fin, quoi, et je pense pas qu'il devienne énorme un jour. Et son gros point fort à Adam Daniels, c'est cette capacité à malgré sa taille, à envelopper les joueurs, même en sortant des écrans.
Et il a cette capacité à bouger autour de l'écran qui est vraiment incroyable. Mais face à Doncic, c'est pas forcément ça qu'il faut, c'est comme tu le dis, le repousser. Et là, il n'y avait pas le match-up, parce que même Alexander Walker, il est trop petit, Edwards, il peut pas tout faire, il fallait qu'il gère Irving aussi. Et bon, c'était pareil, il est peut-être un peu petit pour ça, c'est dire, parce qu'il est quand même bien costaud, Edwards. Mais c'est pour ça que Anderson a été sorti sur cette série beaucoup plus que Absolument. Celle d'avant, où c'était Ouais. Nickel Alexander Walker qui a été une peste défensive sur Jamal Murray, et contre Doncic, on a ressorti Kyle Anderson du coup. Oui, parce que c'est une défense extérieure qui mine de rien, est beaucoup basée sur la mobilité, plus que sur la force. Et c'est là où, bon voilà, se pose la question du... Parce que parfois, souvent, on a l'impression que c'est sur Doncic, c'est aussi des postes 4 mobiles qui sont capables de défendre sur lui. Lou Dort étant l'exemple type. Alors il n'y en a pas beaucoup des Lou Dort. Hein. Et c'est là où aussi Towns est incapable de faire ça. Towns a fait une bonne saison défensive. Vraiment, il est plutôt épatant de ce point de vue-là depuis que Gobert est arrivé. Mais il n'est pas capable de faire ça. C'est normal. On peut pas... J'essaie de regarder là au niveau des free agents disponibles actuellement au moment où on enregistre, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mecs très costauds pour t'aider dans ce niveau-là. Non. Non, mais tu vois, un Derrick Jones par exemple, qui pose toutes sortes d'autres problèmes. Bah, il a cette capacité-là, ou même PJ Washington, c'était pour moi l'un des grands points forts en fait de cette équipe. C'est ce duo qui a cette capacité à la fois à switcher puis à être très costaud, à tenir des joueurs, des ballons de l'heure, eux aussi très costauds, quoi. Ce qui serait marrant, c'est que tu ailles chercher Grant Williams là-dessus. Grant Williams, si tu le fais jouer contre Dallas, à mon avis. Mais c'est pour ça que je suis même pas sûr qu'ils y gagnent tant que ça d'avoir pris Klay Thompson et d'avoir lâché Derrick Jones, en tout cas du point de vue du système, de la structure de Dallas, mais bon, c'est pas le sujet. C'est un autre débat. Effectivement. Mais alors, tant qu'on est dans la défense, je peux caler ma deuxième stat du jour, moi. Moi, c'est 5. Justement, c'est 5 parce que Minnesota était 5e en termes de turnover créé, de pourcentage de turnover défensif, donc les interceptions, très simplement. Et c'est vrai que c'est... Pourquoi je cite ce chiffre? À mon avis, il est extrêmement intéressant. Bon, on l'a dit, première défense de NBA, sachant que l'an dernier, ils étaient 8e. Et donc, de 8 à 1, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gratté un peu de valeur un peu partout. Et ils se sont améliorés dans pas mal de domaines, notamment ils autorisent encore moins de tirs au panier qu'avant, que l'an dernier, donc de 35% autorisés à peine 30% de tirs adverses qui étaient pris au panier. Donc ça c'est bien. Au niveau de l'efficacité aussi, l'efficacité autorisée au panier, elle est plus petite qu'avant, donc de 65 à 62. Les chiffres, on les connaît pas trop, mais en gros, de 8e meilleur de NBA à 2e meilleur de NBA. Donc voilà, ça pose aussi l'amélioration dans plein de domaines différents. Fréquence au panier, efficacité au panier, les lancers francs aussi, qui est peut-être une amélioration assez notable, de 26e de NBA sur 30 en termes de lancers francs autorisés à 15e. Et puis un autre aspect aussi où la défense est meilleure, c'est toute la catégorie des putbacks en fait. Donc tout ce qui est rebond offensif, où là l'amélioration par rapport à l'an dernier est assez notable puisqu'il passe de 26e à 10e cette saison, ce qui est donc largement meilleur. Demi-terrain, tu l'as dit aussi, un premier de NBA cette saison alors que 7e l'an dernier. Donc voilà, déjà l'an dernier c'était pas mal. C'est juste que cette année ils ont eu un vrai step-up. En fait, un peu partout, quoi. Au niveau du panier, en termes de fréquence, d'efficacité, les lancers francs, les rebonds offensifs aussi, où ils passent notamment de 16e à 2e en termes de putback autorisé. Enfin bref, plein de petites améliorations, mais surtout mon chiffre, donc c'était 5, le 5% de turnover, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, il y a un peu toujours ce truc de quand tu fais une défense, dans ton choix un peu stratégique et philosophique d'une défense, tu fais un peu un choix. Donc notamment des défenses qui vont être un peu traditionnelles pour avoir des gros protecteurs de panier, tu vas avoir certaines zones du terrain, certains domaines du jeu où tu vas être très bon, donc notamment en protection de panier, rebond, etc. Mais tu vas pas forcément créer beaucoup de turnover. Et de l'autre côté, si tu as des défenses un peu plus agressives à la Toronto de l'époque Nick Nurse ou autre, tu crées beaucoup de turnover, mais t'es pas bon pour le rebond, t'es pas bon pour les fautes, parce que quand tu as une défense dynamique, il y a des mecs qui bougent partout, donc ils sont pas en place pour les box-out ou pour la protection de panier ou pour pas faire de fautes, etc. Et là, en fait, ce que je trouve remarquable avec Minnesota, c'est qu'il y a les deux, en fait. C'est-à-dire que c'est une défense qui est élite en termes de protection de panier, et en plus, t'as le meilleur des deux mondes, t'as aussi une création de turnover qui est fabuleuse. Donc c'est un peu comme si on avait mélangé les schémas de Utah de Rudy Gobert avec les schémas de Toronto de l'époque, défense Nick Nurse ultra agressive, et donc t'es à la fois élite au panier et en création de turnover. Pourquoi? Parce que déjà Gobert est assez plus dynamique qu'on veut bien le dire, ça on en reparlera peut-être plus tard, mais aussi parce que t'as une escouade de périmètre qui est fantastique, Edwards, McDaniels, Alexander Walker, même Mike Conley, même Nasrid aussi qui est très bon en termes de perte de balles provoquées. Donc voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais
on a un peu la défense parfaite qui est le meilleur des deux mondes, à la fois solide, à la fois protection de panier, à la fois mobile, à la fois neutralisation de décalage dans le périmètre et même interception. On a un peu tout, quoi. Oui, ça fait penser à cet article que tu avais dû lire, mais qui commence à dater, de Ben Folk, qui date d'il y a, je sais pas, 7-8 ans peut-être, où il expliquait qu'il y avait deux choix, en gros, deux modèles de défense et qui pouvaient pas marcher ensemble. Une défense très agressive et une défense au contraire conservatrice. Et je crois que son exemple c'était à propos du Milwaukee Jason Kidd, donc c'est dire que ça commence à dater un peu. Qui était trop agressif, lui, pour le coup, avec Milwaukee. Oui. Ça avait marché une année et puis ça avait plus marché du tout après. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'ils sont arrivés à combiner les deux. Et c'est assez remarquable. Et c'est dû à une composition d'effectifs un peu unique. Parce que, déjà, t'as pas beaucoup de Rudy Gobert dans la ligue. Puis t'as pas beaucoup d'équipes où t'as comme ça 3 ou 4 joueurs qui peuvent être aussi agressifs sur le porteur de balle. Allez. Oui, d'accord. C'est un peu une anomalie. C'est une anomalie cette équipe. C'est comme si tu avais pris le Jazz de Gobert et tu avais rajouté tous les mecs qui étaient mauvais en défense. En fait, tu les remplaces par des mecs d'élite dans le périmètre. Du coup, ça change tout en fait. Donc voilà, je pense que c'est assez unique. Bon, tu le payes aussi un peu en attaque, comme on a dit, parce que c'est pas tous des bons shooters, mais peut-être on y reviendra plus tard. Quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Wolves 2024 ? Alors cette fois-ci elle est un peu plus négative, c'est moins 8,5. Ouais. C'est la baisse, alors je reprends toujours la stat de points par tir tenté. Et c'est la baisse de Towns entre la saison régulière et les playoffs, c'est-à-dire qu'il est à 1,25 points par tir en saison régulière, 1,17 en playoff cette année. Et c'est-à-dire que sur ces 4 saisons où il est allé en playoff, c'est un peu toujours ça. Alors pas l'an dernier, mais 2021-2022, moins 6,8, 2017-2018, moins 19,1. Bon, on peut mettre ça sur le compte de la découverte des playoffs. Mais même si Towns a fait des playoffs qui sont pas honteux du tout, et que 1,17 points par tir, ça reste très très bon, malgré tout, on voit qu'il y a une baisse de son efficacité. Alors, je suis allé un peu chercher pour voir ce qui expliquait ça. Alors, il me semble qu'il y a 2 points. D'une part, une adresse à 3 points qui a chuté. Et c'est vrai que, notamment sur la série contre Dallas, il a eu un trou noir. Vraiment, les 2-3 premiers matchs. Et donc, il passe d'une adresse d'élite, qui est son gros point fort. Towns, c'est régulièrement 42-43% de réussite à 3 points, à 37%. Et mine de rien, vu son volume, la différence c'est 6-9 points par match, quoi. Et 6 ou 9 points par match, c'est juste énorme à ce niveau-là. Alors ça c'est pas forcément un truc structurel. On peut se dire des pannes à 3 points, ça arrive à tout le monde et c'est tombé au mauvais moment. Alors ce qui moi me frappe un peu plus, et j'ai essayé de regarder le détail en plus année par année pour voir si c'était toujours le cas, c'est que ça s'accompagne d'une chute spectaculaire de ses paniers non assistés à mi-distance. C'est-à-dire de cette capacité à se créer son tir à mi-distance par des drives, parce qu'il est très fort pour ça, pour driver en partant de derrière la ligne à 3 points et ensuite scorer à mi-distance, ou alors au poste, mais au poste un peu loin du panier, ça compte dans le mi-distance mais un peu plus proche, quoi. Ce qu'il appelle Ben Folk sur ligne de glace le short mi-distance. Et là vraiment il y a une chute, et quand je dis chute, c'est pas chute de réussite, c'est chute vraiment du nombre de tirs qu'il a dans cette zone là. Alors à quoi c'est dû, c'est à la fois dû au système, sans doute, de fréquence, à la fois dû au système, à la manière dont il est défendu, mais aussi de sa part, je trouve une plus grande difficulté à prendre cette initiative en play-off. Encore une fois, c'est pas pour dire qu'il a fait des playoffs. Il a cette difficulté-là, et ça se voit d'ailleurs dans son usage qui descend un peu aussi, qui passe de 25-6 en saison régulière à 23-4 en playoff.
Or, le problème, c'est que cette capacité à se créer son tir, elle est capitale pour soulager un peu Edwards. C'est le seul autre joueur de l'effectif qui a cette capacité à se créer son tir, avec Nasrid un peu, mais Nasrid est moins doué que Towns. Et on l'a vraiment senti contre Dallas, à des moments où les Wolves avaient du mal à scorer, et où il aurait fallu que Towns prenne les choses en main. Alors la phrase est un peu... C'est un peu too much de dire ça, et puis ça fait retomber un peu dans des considérations psychologiques à la noix, mais le fait est que il a manqué un peu de prise d'initiative à mon sens en play-off, et que c'est quelque chose qui se répète et qui est peut-être dû à son profil et à la difficulté pour des joueurs comme lui de créer leur tir, des intérieurs comme ça, de créer leur tir en play-off. On sait que c'est pas le seul intérieur très offensif, très bon scoreur à avoir du mal. On sait que c'est le cas pour Randle, pour Embiid dans un sens aussi. Alors c'est pas le cas pour Jokic qui de ce point de vue-là est une exception absolue. Mais ça pose vraiment problème, je pense, pour le Wolves d'aller en finale, voire de gagner le titre. Alors c'est marrant que tu parles de ça, parce que moi, pour le coup, j'avais noté un peu l'inverse. Enfin, pas l'inverse, en tout cas pour, pour la saison régulière. C'est-à-dire que, notamment, un chiffre que j'avais relevé, c'est 0,57. C'est l'assist par usage, donc le fameux ratio de playmaking de Towns, en fait. Et donc, c'est à quel point est-ce qu'il fait des passes par rapport à son nombre de ballons, pardon. Et en fait, c'est le ratio, donc la tendance à passer par rapport à son nombre de ballons, la plus basse de sa carrière quasiment. Enfin, en tout cas, depuis 2018 au moins. Son plus bas taux de passes par rapport à son volume depuis 2018. Et donc, il est quand même moins passeur qu'avant, en un sens, en tout cas par rapport à cette stat. Et je recoupe aussi avec une autre stat qui est que en saison régulière, son pourcentage de paniers assistés n'a jamais été aussi haut. Il est à 73%, là encore. Donc 73% de ses paniers étaient assistés, donc survenaient sur une passe décisive, donc étaient créés par autrui, a priori. Et là encore, c'est son plus gros total depuis 2018. Donc il y a un peu ce truc de, finalement, tu parles un peu de sa création qui a sans doute manqué en play-off, et on aurait voulu un peu forcer là-dessus. Et en même temps, je trouve que de l'autre côté, il y a aussi un aspect où en saison régulière, on a réussi à le remettre un peu plus dans un rôle peut-être plus sobre, peut-être plus de j'ai pas envie de dire finisseur parce que c'est pas totalement vrai, mais en tout cas on abandonne un peu ce côté créateur à haut volume peut-être de Towns, c'est de peut-être lui donner beaucoup, voire beaucoup trop de responsabilités. Là on voit que non, on l'utilise aussi surtout pour son shoot, pour sa finition, etc. Et donc il a jamais été depuis longtemps il a jamais été autant assisté, et des paniers qui sont créés pour lui. On utilise surtout ce côté finition, même s'il y a aussi pas mal de post-up, et c'est un créateur secondaire très pratique, notamment. Mais voilà, je pense que l'émergence de Edwards et le fait qu'il y ait une équipe compétente fait qu'aujourd'hui, on a aussi quelqu'un qui est beaucoup moins passeur. Et je sais que vous, les fans des Wolves, vous arrachiez un peu les cheveux sur parfois sa création et son passing, qui peut faire des flashs très bons, mais qui avait aussi un certain lot de déchets qu'elle est avec ça, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Les fameuses passes un peu dingues au-dessus de sa tête, là où, je sais pas, j'ai l'impression d'un coup il pète un plomb, il se lance dans des choses qui n'ont aucun sens. Oui, c'est vrai, mais je pense que t'as raison et que c'est pas contradictoire. Ce qu'on dit, c'est que aussi le fait qu'il ait un peu fait un pas de recul dans son utilisation en saison régulière, et d'ailleurs il faut lui rendre hommage pour ça, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui était le numéro 1 de l'équipe pendant très longtemps et qui, sans poser aucun problème au sein du vestiaire, a dit c'est pas grave, je me mets en deuxième option. Bon, tout le monde l'aurait peut-être pas fait. C'est aussi une habitude, ça, j'imagine, dans une sorte d'entraînement, de savoir prendre les choses en main quand il faut. Et quand tu perds cette habitude-là, peut-être que c'est difficile dans les moments les plus importants, les plus tendus en play-off, d'y revenir d'un coup. Et il n'a pas su complètement le faire. Peut-être parce qu'il avait justement aussi un peu perdu cette habitude-là, je sais pas, j'en sais rien, là c'est juste de la prospective. Mais le fait est que je dirais que ça pose une question structurelle pour aussi l'avenir de l'équipe, quoi. C'est est-ce qu'il est capable, comme je sais pas, comme a su le faire Kyrie Irving par exemple, même s'il je pense qu'il faut y aller doucement sur les grands
les grandes conclusions qui ont été tirées sur la revanche de Kyrie Irving, qui n'a pas non plus fait des playoffs éblouissants du point de vue de l'efficacité, mais bon. En tout cas, il a donné le sentiment de pouvoir être là quand Doncic était un peu en difficulté. Towns, ça a été le cas sur certaines séries, sur certains matchs, mais pas assez à mon sens, pas assez en tout cas pour quelqu'un qui est payé au Supermax et qui est censé être la deuxième option, voire l'option 1 bis, quoi. Surtout dans un effectif où il n'y a pas tant de solutions que ça offensivement. Et à quel point tu penses que c'est lui qui a pas pris ses responsabilités, entre guillemets, ou c'est juste que, tu vois, juste sur le play call et sur le plan de jeu, il n'y a pas non plus des tonnes de possessions en post-up qui ont été appelées pour lui, notamment un des domaines où il peut créer du jeu. Il n'y a pas eu tant que ça non plus de système, je trouve, le fameux pick and roll entre gros, on l'a pas tant que ça vu, finalement, en playoff, et j'étais un peu déçu là-dessus, donc je te rejoins sur le côté critique qu'on peut faire aux joueurs. Je me demande aussi à quel point est-ce que c'est pas en partie aussi le staff des Wolves qui a peut-être pas voulu trop insister sur cette création, peut-être parce que justement il est bon, mais peut-être pas génial niveau playoff dans cette création. Mais comme tu dis, on rejoint ce problème de oui, mais en même temps, s'il occupe un tel espace dans le salary cap, il faut qu'il y ait un peu les responsabilités qui vont avec, parce que tout est question de gestion de. Tout le monde a le même budget, donc chaque dollar doit être bien dépensé en un sens, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, alors je sais que la philosophie de Chris Finch, mais bon, ensuite, je suis pas dans le vestiaire avant les matchs de playoff, c'est du point de vue offensif, de pas avoir énormément de système, mais de faire confiance aussi aux joueurs. Et tu vois, je trouve que du point de vue de la prise d'initiative, Naz Reid a été plus proactif que ne l'a été Towns. Et ça pose un peu question, disons. Alors ensuite, c'est pas pour blâmer absolument Towns, un joueur que j'aime beaucoup et encore une fois qui je trouve a fait une très belle saison. Mais bon, voilà, le voir ne pas prendre ces initiatives-là quand il faudrait, et qu'on voit bien que pour Edwards, il y a des prises à 2, voire à 3, et que tout le monde est sur lui et qu'il est obligé de prendre les tirs à chaque fois parce que personne n'est capable de le faire. Ça pose un peu question sur ce que Towns est capable de faire en playoff, quoi. J'avoue que moi j'aime beaucoup Towns, vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a eu un peu une mauvaise conception à la base où on l'a projeté comme peut-être une future méga superstar, etc. alors qu'il a peut-être pas le jeu de création d'un joueur de ce calibre. Et donc à quel point aussi est-ce que c'est les attentes qui sont un peu démesurées et la déception qui partent sur des mauvaises attentes, en fait, ce côté non, il est pas devenu go-to guy, mais est-ce qu'il en avait vraiment les atouts? Je suis pas convaincu, moi, de base. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Mais par contre, là où je l'aime beaucoup, c'est que c'est un sniper d'élite, et je pense que c'est pas juste il est très bon, c'est vraiment qu'il est élite sur cet aspect-là. D'ailleurs, une des stats qui m'a le plus surpris sur cette saison, c'est qu'il a que 5 tentatives à 3 points par match cette année. Oui, c'est presque trop peu, ouais. Ouais, c'est presque décevant, alors que clairement, pour moi, il est dans une catégorie de poste, alors maintenant pas poste 5, mais poste 4 qui peut shooter, et pas bien shooter, quoi. Vraiment bien shooter, et ça, normalement, ça a un impact assez énorme en termes de spacing. Mais tu vois, ce que j'aime bien avec ce genre de profil, c'est que, ok, c'est pas ton créateur principal du tout, mais je trouve que c'est un profil assez utile, et toute la saison, j'ai fait un peu le parallèle avec Randle au Knicks aussi, où, non, si tu l'as en créateur principal de ton équipe, c'est pas bien, mais ce côté créateur de post-up qui en plus a le passing pour au cas où il y a des prises à 2 ou des bonnes lectures, il peut les faire, ça peut être une création secondaire très utile, je trouve. Tu vois, les Knicks, ils ont du jeu de pick and roll beaucoup, mais la deuxième option, c'est un peu Randle. Je trouve que les Wolves, c'était un peu pareil avec du jeu dans le périmètre, du jeu de pick and roll, du Edwards, notamment du Mike Conley, de pick and roll, mais tu as aussi cette option où tu peux aller chercher un peu de post-up occasionnel, et du post-up où soit il peut aller créer et scorer, soit si ça fait des prises à 2 ou des aides, il a le passing pour un peu s'en sortir. Donc c'est une source d'attaque, je trouve, assez intéressante. Après, pour revenir sur le salary cap, comme tu dis aussi, je me demande à quel point, si sa prolongation, le timing devait être aujourd'hui, je veux dire, vu le nouveau CBA avec le fameux second apron, donc la limite très très dure en termes de punition si tu dépasses une certaine somme. Tu vois, je suis pas sûr que la prolongation aurait été aussi automatique aujourd'hui dans ce nouveau CBA que ça aurait pu être le cas il y a quelques temps quand il a eu, notamment un joueur comme Brandon Ingram. On voit bien que les Pelicans sont un peu réticents à lui donner, et il y a un peu ce nouveau truc de en fait non, vu les punitions du nouveau CBA où tu peux dépasser le cap si tu veux, mais tu auras des restrictions qui sont très très sévères. Un mec comme Ingram, on hésite un peu à lui donner, quoi, le méga contrat. Il y a un peu ce truc de en fait avec ce nouveau CBA, on peut pas les filer comme on veut, quoi, les contrats méga balèzes, quoi. Et en un sens, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je me demande à quel point Towns aurait pas pu tomber un peu dans cette catégorie de
bah non, on n'a pas envie de le perdre, il fait partie du projet et tout, et puis même en termes d'assets, on peut pas le perdre pour rien. Mais est-ce qu'on lui aurait donné ce contrat aussi gros avec ce nouveau cibier? C'est peut-être pas sûr, quoi. Ouais, tout à fait d'accord, et c'est en fait le problème de ces joueurs qui sont pas dans les 15 meilleurs de la ligue, mais qui sont juste après, qui sont entre 15 et 30, quoi. Oui. Mais qui veulent un salaire de 15 meilleurs. Et voilà, exactement. Exactement. Et ça se comprend, hein, qu'ils le veulent, qu'ils le demandent, et ça se comprend aussi que les équipes, au départ, veulent leur donner, parce qu'ils veulent pas les perdre, ils veulent pas se fâcher avec eux et tout ça. Mais effectivement, c'est un vrai dilemme. Et tu vois, tu peux te dire, entre un Nasrid qui est à, je sais plus combien, mais à 10-12 millions, quelque chose comme ça par saison, et un Towns qui va être à 45 ou 40, je sais plus, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Ouais, en termes de rentabilité, même si évidemment Towns c'est un meilleur joueur, en termes de pure rentabilité. Le rapport qualité-prix, tu veux dire, ouais. Ouais. La question se pose un peu, à mon avis. Et d'ailleurs, en vrai, le choix qui est assez osé, hein, de sacrifier à nouveau un choix de draft non protégé pour drafter Rob Dillingham, c'est aussi un aveu, en un sens, pas d'échec, hein, c'est un peu trop fort, mais un aveu qui consiste à dire il nous faut plus de création offensive. Et on va, pour ça, sacrifier un pick non protégé pour monter très haut dans la draft et choisir un gars qui est censé être un des meilleurs créateurs de tirs de la draft, quoi. Nasrid, 14 millions l'an prochain, et puis ensuite une player option 15 millions en 2026 du coup. Je me posais la question d'ailleurs, est-ce que c'est pas lui qui va être sacrifié pour un peu, parce que c'est un des seuls éléments qui peut donner de la flexibilité, hein. Nasrid, mais peut-être que tu dis, ce sera peut-être l'inverse, hein. Ce sera peut-être lui qui va être conservé, et peut-être la flexibilité en termes de salary cap et de budget va être retrouvée en échangeant Towns, qui lui donc est à 49, 53, 57 et une player option à 61 pour 2028, des chiffres qui paraissent énormes. En même temps, ça va être le nouveau salary cap, donc des standards différents, mais voilà, en tout cas, on voit bien l'écart énorme. Disons qu'il y a un écart sportif plus petit que l'écart de salaire. C'est peut-être ça que tu dis aussi. C'est ça. Ouais, je pense pas que Towns soit 3 fois meilleur que Nasrid. Pour autant que ça veut dire quelque chose, mais son salaire est 3 fois supérieur. Nasrid, d'ailleurs, on peut en dire 2 mots, sauf si tu as une stat prévue sur lui, on en parlera plus tard. Moi, j'avais noté 25 minutes par match, donc son temps de jeu, mais je pense que plus globalement, on a déjà parlé toute la saison, mais pour moi, c'est un des meilleurs backups pivot de NBA, je pense le meilleur, avec surtout excellente saison au shoot à 41% sur 5 tentatives, donc paradoxalement autant de tentatives que Towns, donc c'est peut-être là où il y a un problème. Mais non, ce que j'aime beaucoup, c'est la flexibilité, le côté il peut à la fois être le shooter des deux, donc avec Gobert, et aussi être le défenseur entre guillemets, ou en tout cas être associé avec Towns, et c'est pas non plus catastrophique. Et puis même une certaine mobilité, plus que la défense intérieure, une certaine mobilité de switch, une polyvalence, enfin bref, un joueur qui, ça fait 1 ou 2 ans que moi je l'avais un peu en joueur qui va exploser. Alors il a explosé, mais tu vois, si tu me dis demain tu fais de Nasrid ton pivot titulaire pour une équipe NBA, ça me va totalement en fait, hein. Je pense qu'on est à ce niveau-là, en tout cas moi je suis à ce niveau-là de le joueur est à ce point intéressant, quoi. Ouais, alors là honnêtement, moi j'ai rarement vu une évolution comme lui. Mais même pas seulement pour les Wolves, hein, généralement. Il faut aller voir les images de Nasrid en Summer League après sa draft, donc ça va être 2019 si je me trompe pas. Après sa non-draft d'ailleurs. Sa non-draft, ouais, absolument. Et on le reconnaît pas. C'est incroyable. C'est un joueur qui est un peu pâteau, qui est un peu lourd. On se demande s'il est capable de se déplacer ou pas, qui donne l'impression d'avoir un peu les pieds dans le béton. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui a un jeu de jambes incroyable, qui est extrêmement dynamique, qui apporte justement ce dynamisme dans une attaque qui est un peu statique parfois. C'est une histoire de développement qui est phénoménale, vraiment. Et je suis d'accord qu'il pourrait mériter tout à fait une place de titulaire. Alors il faudrait avoir un effectif qui est suffisamment bien construit défensivement pour que ça soit un titulaire solide. Ouais, tu vois, moi, pour revenir à la question précédente à laquelle je n'ai pas vraiment répondu d'ailleurs, à savoir si c'est lui qu'il faudrait sacrifier. Oui, c'est vrai que c'est un asset assez facile à sacrifier parce que il est très attirant pour les équipes. En même temps, tu peux te dire, ça vaut peut-être plus le coup de le garder. Il est encore jeune, hein, je dois avoir 25 peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, alors ensuite, il y a des questions de salary cap qui font que je sais pas si tu peux lui proposer une prolongation très haute vu son salaire de départ. Je pense pas. Je me perds toujours un peu dans ces règles-là. En gros, c'est soit tu te débarrasses de Towns et tu le prolonges
Ouais. Soit tu gardes Towns et tu l'échanges lui parce qu'il est en fin de contrat, en tout cas demi-fin de contrat, il a une player option pour l'an prochain. Oui. Je pense qu'il va la refuser pour signer un gros contrat. Donc en fait, le moment est maintenant, j'ai presque envie de dire. Oui. C'est soit tu tranches pour l'un, soit tu tranches pour l'autre, mais à mon avis, c'est maintenant, quoi. C'est dans les 6 prochains mois. Ouais, complètement. Donc il y a plusieurs manières de faire, parce que tu peux aussi dire que pour libérer le salarié cap, c'est McDaniels que tu échanges, mais ça me paraîtrait un peu débile. Donc sûrement que le choix doit se faire entre les deux intérieurs. On est d'accord. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Enfin, tu dis, on le reconnaît pas. J'avoue que je suis assez fier. Je crois que c'est mon meilleur coup, tu sais, sur mes fameuses All Hipster Team, où je parie sur des gens qui du coup sont pas du tout connus et qui ont pour l'instant rien fait en NBA. Je l'avais dans ma première All Hipster Team. Je suis assez fier. Et pourtant, il y en a d'autres qui ont réussi. Hein. Il y a des Austin Reeves, il y a des Jared Vanderbilt, mais lui, c'est quand même Après, il faut dire que, comme tu dis, physiquement, on le reconnaît pas. Il a fait un travail fabuleux athlétique, surtout. Après, il a du talent pur de base. Hein. C'est un mec qui était top 5, top 10 lycéen de sa QV. Donc une taille énorme avec du skills, un peu de dribble et du shoot, surtout et du toucher de balle, ce qu'on voit aujourd'hui. Mais sauf que c'était pas viable défensivement et même en attaque, c'était pâteau et tout ça. Et là, on a un joueur qui est complètement différent et qui... Enfin voilà, la métamorphose est bluffante, comme la métamorphose d'ailleurs de Alexander Walker, hein, pour le coup, qui était, moi je me souviens en sortie de... tu suivais la draft aussi à l'époque, toi, tu sais. Ouais. C'était pas du tout le profil qu'il a actuellement. Là, c'est un full ND. Il était plutôt vu comme une sorte de porteur de balle, possiblement 6e homme, capable de scorer. Et c'est un peu comme ça qu'il était utilisé à Utah d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il avait une petite hype de porteur de balle qui pourrait se développer, le cousin de Shai d'ailleurs. Et donc il y avait un peu peut-être ce lien-là, mais non, la métamorphose aussi est assez dingue d'ailleurs. 4 millions l'année. Hein. Alexander Walker, c'est aussi un vol l'an prochain, parce qu'il y a 4 millions l'année pour ce joueur-là. Voilà. Mais on retombe aussi sur cette problématique, donc on est dans le thème de la flexibilité et de tu vas peut-être le perdre, Alexander Walker, parce que 4 millions l'année, il est en fin de contrat après ça. Je suis pas sûr que tu puisses lui offrir beaucoup si t'as déjà un cap qui est bouché, quoi. Donc ouais, c'est sûr. C'est peut-être là où trade de Towns, et comme ça peut libérer, tu peux garder Nasri, tu peux garder Alexander Walker, tu peux garder plein d'autres mecs, je sais pas, mais bon. Ça va se jouer cette année de toute façon, ouais. Exactement, je crois que j'ai pas donné ma 4e stat du jour, moi, vers laquelle je vais aller. Tiens, je vais prendre une assez rapide, tiens, la voici. On va retourner en défense, et c'est moins 13,4. Est-ce que tu sais ce que c'est, moins 13,4? C'est un pourcentage défensif, c'est la perte d'efficacité infligé au panier par Rudy Gobert. Ah oui. En moyenne, moins 13,4, donc les adversaires shootent moins bien à hauteur de 13,4% par rapport à leur moyenne habituelle face à Rudy Gobert sur des tirs à moins de 6 pieds du panier, autour du panier. Et c'est de nouveau quasiment premier de NBA, à quelques dizaines près. Hein. Je crois que Porzingis est premier à 13,7. Mais voilà, c'est quasiment premier de NBA sur les gros volumes de plus de 5 tirs par match défendu au niveau du panier. Lui, il est carrément à 8. Mais voilà, c'est de nouveau premier de NBA. Il reprend un peu sa couronne après une année 2023 où, tu sais, je crois qu'on l'avait cité, la stat l'an dernier, il était à moins 8 à peine. À peine entre guillemets, parce que c'est déjà un excellentissime score NBA, moins 8. C'était d'ailleurs le 13e score de NBA, hein, la perte d'efficacité infligée l'an passé. Il était encore 13e de NBA. Donc c'était déjà extrêmement bien, mais c'est juste qu'on était loin de ses standards habituels de Utah, où il était toujours premier de NBA. Là, il est de nouveau premier. Mais l'an dernier, on se dit, 13e de NBA, moins 8 à peine, moins 8% à peine infligé. Est-ce que c'est un déclin physique? Est-ce que c'est les schémas? Est-ce que c'est la nouvelle équipe? Là, on a de nouveau, on a un Rudy Gobert qui a retrouvé ses standards. Et je pense que là où c'est intéressant, c'est qu'au-delà du chiffre, je pense que tactiquement, on en a parlé pas mal toute la saison en fait. Hein. Pour moi, l'histoire de cette saison, c'est aussi Rudy Gobert et les schémas qui sont mis en place, notamment ce rôle de roamer en fait, R-O-A-M-E-R. Donc littéralement le safety défensif, le mec qui rôde, le libéraux défensif dans une défense de foot, hein, si vous voulez aussi. Donc, je pense que c'est un élément essentiel de cette défense, c'est ça aussi. C'est le fait que on n'a pas Rudy Gobert comme à Utah qui est toujours sur le pivot, qui défend en drop à l'ancienne. Non, en fait, on a aussi un Rudy Gobert qu'on met sur des match-ups différents, et donc notamment sur des extérieurs, sur des non-shooters. Pourquoi ? Parce qu'on lui dit, tu abandonnes totalement ce non-shooter et tu viens aider au panier avec cette liberté d'aider au panier sans te soucier de qui est-ce que tu défends concrètement, et plus seulement de défendre le pivot adverse.
Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on a retrouvé un Rudy Gobert qui était au top de sa forme et qui peut, du coup, voilà, tu déverrouilles totalement ce qu'il fait de mieux. C'est-à-dire, tu lui dis, t'es libre, tu peux aider au panier. Et là-dessus, c'est le meilleur de NBA ou pas loin. Donc voilà, je pense que cette révolution du safety défensif du roamer, elle passe aussi par Rudy Gobert cette année. Elle est aussi rendue possible par ce qu'on peut appeler l'expertise, la maîtrise de la qualité de l'effectif, talent et coaching de Minnesota, qui est capable d'organiser la rotation autre pour lui permettre d'être libre. Tu peux pas le faire, notamment Wembanyama aux Spurs, il peut pas faire ça parce que il a pas le talent défensif autour pour compenser, il y a pas les mêmes automatismes, etc. Mais voilà, on a de nouveau un Rudy Gobert qui est élite défensivement et donc on met un peu de côté pour l'instant tout ce qui est déclin défensif, en tout cas les doutes sur son déclin physique ou défensif, parce que moi d'ailleurs, je sais pas toi ce que t'en penses, je trouve qu'on l'a jamais vu, notamment à ce niveau, mais surtout à ce niveau physique. Les progrès qu'il a fait, j'ai revu des images de même, pas que le début, pas que 2015 ou 16, mais par rapport à son prime défensif à Utah, tu regardes 2019-2020, on n'a pas du tout le même joueur en termes de mobilité, en termes de qualité athlétique, en termes de capacité à changer de direction dans l'espace, en termes de fréquence d'appui. Enfin, il fait des close-out, il fait des switches. Enfin, on n'a pas du tout le même joueur physiquement. Ou plutôt à Utah, c'était un peu le gros, pas hyper mobile, mais très très imposant, etc. Là, on a un Gobert qui est, à mon avis, qui a jamais été aussi bon et aussi athlétique de sa vie en fait. Ouais, tout à fait. Et les Wolves battent Denver. Justement parce qu'il est dans son rôle de roamer, comme tu l'as très bien expliqué, parce que celui qui défend sur Jokic, c'est Towns. Et c'est pour ça que quand Jokic fait son match incroyable, qui doit être le match... le 5. Le 5, c'est ça qui est, je pense, une des performances les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie en basket. Évidemment, tout le monde tombe sur Gobert, mais par une pure incompréhension de quel est le système défensif. C'est pas Gobert qui défend sur Jokic. Gobert, c'est lui qui est le safety sur tout le reste. Mais ça, c'est possible seulement parce que Towns déjà fait un très bon travail sur Jokic, en général, dans la série, défensivement. Et parce que il n'est pas directement en face à face. Il tient de manière beaucoup plus structurelle l'ensemble de la défense et pas juste du 1 contre 1. Et effectivement, il a fait un gros boulot l'été dernier de remise en forme. Et il l'avait dit, il l'avait dit, mais pas trop parce qu'il voulait pas chercher d'excuses. Mais l'un des problèmes de sa première saison, c'est qu'il avait passé un été un peu pourri du point de vue physique. Il avait joué avec les Bleus, je crois. Et il s'était un peu blessé, et donc il n'était pas complètement en forme. Et là, visiblement, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et on l'a vu, il était effectivement, même en termes de mobilité, moi j'étais assez impressionné par moments de ce qu'il était capable de faire. Parce que c'est pas juste le joueur qui est planté sous le panier et qui attend pour bâcher les attaquants en drive, quoi. Ouais. Pas du tout. Non, mais je suis d'accord. Et je pense que le deep-boy est largement mérité. D'autant, je peux affirmer ça d'autant plus que j'ai scouté dernièrement, j'ai regardé, découpé et analysé plein de matchs de Wembanyama qui, voilà, tu vois, lui justement, il a pas du tout, il a pas l'écosystème, donc il a pas le coaching et le talent autour pour être mis dans tel ou tel rôle, donc il peut être facilement être isolé d'une action, par exemple, le mec qui était défendu par Wembanyama, il se met sur l'aile, du coup je peux pas défendre Bani, alors que ça, Gobert, Minnesota arrive à contourner ce problème et donc avoir plus d'impact. Mais voilà, Wembanyama pour l'instant c'est de la longueur, de la taille et beaucoup d'instinct, mais pas du tout un placement, pas du tout une science des petits espaces, pas du tout les fondamentaux, etc. Pour moi c'est le jour et la nuit, Gobert, de ce point de vue là, quoi. C'est vraiment, je pense que beaucoup de monde se moque, beaucoup de monde, les joueurs l'aiment pas, etc. Mais on a vraiment un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire en fait, pour moi c'est assez évident, et en plus il est dans son prime, donc c'est assez fantastique le joueur qu'on a. Et pour dire aussi, oui, les critiques sur il sait pas attaquer, il sait pas dribbler, il sait pas shooter, il sait pas faire un post-up, oui c'est vrai, et pourtant il joue, et pourtant il a un rôle majeur. C'est pour dire justement à quel point il est fort défensivement alors qu'il a d'énormes faiblesses à côté, quoi. Donc c'est Rudy Gobert, fantastique. Et donc on peut avancer. On est à quoi? Ta 5e, non, c'est ça? 5e stat du jour. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour les Wolves 2024? C'était 39,9. Ouais. C'est le pourcentage d'adresse à 3 points des Wolves en catch and shoot sur la saison. Le 3e de la ligue. Ouais. Oui, donc j'ai choisi cette stat parce que pour moi c'est une des plus grandes surprises de la saison. C'est cette efficacité, cette adresse des Wolves à 3 points. C'est quelque chose qui me faisait vraiment peur parce que
Bon, il y a Gobert dans le 5. Il y a Kyle Anderson qui avait fait une très bonne saison à 3 points l'an dernier et on savait que ça allait baisser et ça a baissé. Il a été vraiment très mauvais de ce point de vue-là. Il y a Taurean Prince qui était parti. Donc j'avais vraiment peur qu'il y ait un manque là en termes de spacing. Et le fait est que non. Et que donc c'est la 3e équipe de la ligue en catch and shoot. C'est dû au fait que Alexander Walker a fait une excellente saison. Il a tourné à 41,7% à 3 points en catch and shoot. Et que les autres joueurs, notamment Naz Reid aussi, a été excellent à 3 points, ce qui est un développement heureux. Alors il faut dire aussi que c'est peut-être ça, et je ne sais pas si c'est un retour, une régression à la moyenne, mais ça m'étonnerait vu que c'est sur un plus petit échantillon, c'est peut-être ça qui coûte aux Wolves d'aller plus loin en play-off, puisque cette adresse baisse de 4 points en play-off, on passe de 39,9 à 35,8. Alors j'ai parlé de Towns qui a baissé, mais la vraie chute spectaculaire c'est Alexander Walker pour le coup, qui en fait a un rôle très important, pas seulement défensif, mais de ce point de vue-là, qui passe de 41,7 à 30,6% à 3 points, et qui n'en mettait plus un à la fin des playoffs. Donc ça, plus Towns, vu comme c'était serré face à Dallas, en tout cas sur les premiers matchs, il suffit qu'ils en mettent chacun un ou deux de plus, et les Wolves peut-être passent, quoi. Donc... Et c'est marrant, j'avais aussi noté des chiffres de catch and shoot. Moi, j'avais pas pris l'efficacité, j'avais pris le volume, justement. J'avais pris 22,9 ou 23. C'est le nombre de catch and shoot à 3 points par match de Minnesota. Et effectivement, malgré l'efficacité de saison régulière, où, comme tu as dit, ils sont très bons, je m'inquiétais plutôt du volume, qui est donc 25e sur 30 en NBA. Oui. De cet aspect-là, où en effet, on a des shooters corrects qui ont fait des grosses saisons, mais une fois arrivé en playoff, on le sait, le spacing, ce n'est pas que l'efficacité à 3 points. C'est aussi la menace, le volume, la respectabilité, l'historique de shooter aussi. Et voilà, c'est OKC, il a payé un peu aussi de ce point de vue-là. Et je pense que Minnesota également. D'ailleurs, Dallas a affronté les deux. Et c'est pas pour rien qu'ils ont beaucoup abandonné les shooters de OKC et de Minnesota. Mais je pense que le spacing, c'est clairement un des problèmes de cette équipe de Minnesota. On a parlé beaucoup de la défense aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'attaque, donc c'est bien qu'on le fasse pour finir, parce que voilà, on a une attaque qui est 16e de NBA, mine de rien qui est 12e sur demi-terrain, donc c'est pas si catastrophique que ça, mais je pense qu'on a clairement un profil d'équipe qui est énormissime en défense, et dans la moyenne offensivement, dans la moyenne générale, sauf que pour les playoffs, quand t'es... Voilà, comme on dit à chaque fois, c'est régulière, 12e sur 30, c'est bien, mais en play-off, il n'y a pas 30 équipes, il n'y en a que 16. Donc 12e, c'est un peu moins bon, forcément. En fait, je me pose des questions sur cette attaque, comment est-ce qu'elle peut s'améliorer, en tout cas, quels ont été les problèmes cette année, un peu les limites. Je pense qu'il y avait le spacing, un peu, comme tu l'as dit, et comme je l'ai dit, avec le volume de catch and shoot qui est pas si grand que ça, mine de rien, donc ça manque peut-être un peu de volume là-dessus. Les turnovers aussi, beaucoup de turnovers cette saison, 23e sur 30, c'est peut-être pas top parce que tu perds des cartouches et des tirs que tu pourrais prendre, c'est des pertes de balles, typiquement. Rebond offensif, pas si bon que ça, ce qui est peut-être un peu bizarre et dommage, je sais pas, mais c'est vrai que vu que tu as une raquette assez grosse, tu n'es que 21e sur 30 en rebond offensif, c'est dommage, mais je pense qu'il y a une question aussi de prioriser le repli défensif, plutôt donc pour la défense, et puis l'inverse, c'est-à-dire que t'es pas très bon en transition offensive, en contre-attaque, tu es 28e sur 30, là aussi je pense que c'est en partie parce que tu priorises la défense et le rebond défensif, sécuriser le rebond défensif, et donc tu te projettes pas tant que ça en contre-attaque, et donc 28e sur 30 en contre-attaque générale, mais notamment après un rebond, 30e sur 30. Donc voilà, ça c'est aussi je pense une partie stratégique et une conséquence de vouloir prioriser la défense, parce que ok, t'as Towns, ok, t'as Gobert, mais a priori tu pourrais quand même faire un peu mieux vu les extérieurs que t'as, quoi. Donc plein de petits manques à gagner peut-être pour cette attaque, et je pense que la défense elle est là pour durer, ce qui peut propulser Minnesota vers un rôle de non pas de outsider mais de vrai favori au titre, à mon avis, c'est de devenir une attaque top 10 en NBA en fait. Je pense que, parce que j'avais aussi la stat sur la transition là, je pense que ce qui joue aussi, c'est peut-être le fait que aussi bien Conley qu'ensuite Montemoris sont des meneurs très méthodiques, et que c'est pas du genre à courir comme des dératés après pour commencer les possessions, parce que ça paraît un peu contre-intuitif que cette équipe soit à la fois dans les meilleures à forcer des turnovers et dans les dernières en transition offensive. Et je pense que c'est dû en partie au profil des meneurs, et au fait aussi que McLaughlin a assez peu joué, il s'est blessé, il est sorti de la rotation, alors que c'est justement lui qui, dans son duo avec Naz Reid, amenait les années précédentes ce dynamisme en contre-attaque qui est
pas trop le jeu des autres, et c'est vrai qu'en plus il faut attendre Gobert, qui même s'il est mobile n'est pas non plus le plus rapide du monde, quoi. Donc souvent il y a après les rebonds une volonté de poser le tempo pour attendre que Gobert remonte. J'avais noté, je sais plus où je l'ai mis fichu, la stat de pace aussi, donc de rythme, et je crois que c'est autour de la 18e, 19e place, je sais plus où j'ai mis ça. Bon, donc ça fait partie du personnel, si on peut dire. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'ils ont visé lors de la draft des joueurs qui soient très dynamiques de ce point de vue-là, offensivement. Puisque visiblement, pour avoir lu des articles là-dessus, la priorité c'était d'apporter du dynamisme offensif, à la fois du shot-making et cette capacité à aller un peu plus vite par séquence. Donc avec Dillingham pour le shotmaking et Terrence Shannon en qui il croit beaucoup visiblement et qui fait une très bonne Summer League pour la vitesse en transition. Dillingham qui était le meneur de Kentucky, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, avec Rich Shepard. On en parle pas trop parce qu'on fait un bilan de l'année passée, mais effectivement c'est une des pistes d'amélioration pour l'attaque qui a été pas élite en tout cas. Après, je pense que l'attaque peut aussi s'améliorer tout simplement avec peut-être un Edwards qui continue à prendre de l'ampleur, peut-être un McDaniels aussi. J'avais noté 2-3 trucs sur McDaniels, on n'a pas parlé encore, mais pour l'instant, l'envol ne s'est pas fait offensivement. Défensivement, c'est un des meilleurs de NBA, mais l'envol ne s'est pas encore totalement fait offensivement. Mais voilà, si tu as un Edwards qui continue sa progression, si tu as des jeunes qui s'améliorent, peut-être que tu peux aussi t'améliorer tout simplement comme ça, quoi. Ouais, je pense que d'ailleurs McDaniels c'est des clés. Moi j'avais noté ça, le fait que son usage est stable. Son adresse est stable aussi, mais s'il y a un petit indice dans les stats et qui se confirme à l'œil nu, c'est que il prend de plus en plus de tirs non assistés à mi-distance. Après, donc il est en catch and shoot, il prend un petit dribble ou deux et il est au milieu de la raquette et il arrive à tirer à mi-distance. Et ça, c'est pas Chris Paul, hein, mais c'est assez positif pour la suite et c'est surtout une des clés pour la suite parce que tu peux pas avoir Enfin, c'est compliqué d'avoir une attaque vraiment d'élite si tu as Gobert et en plus McDaniels qui reste un attaquant très limité. Oui, j'ai noté, il est mine de rien, un pourcentage de panier assisté, il est à 72%, ce qui est quand même énorme, hein, ce qui veut dire qu'il se crée assez peu son propre tir. Mais il y a un peu ce truc un peu rigolo parce que de base, lui c'est un scoreur. Au niveau NCAA, c'était un peu ce genre de profil. C'est pas du tout, c'est pas le défenseur sobre depuis toujours, quoi. Je veux dire, il a un peu de bagage et ce qui est marrant, c'est que ça se voit un peu. C'est-à-dire qu'il a un rôle très sobre, il est beaucoup assisté. Mais par contre, c'est un 3&D qui a un petit pull-up, comme tu dis, dans la short mi-distance. Là. Il aime bien aller au panier, aller dans la raquette et prendre le petit pull-up. Donc c'était un peu peut-être un des points sur lequel on l'attendait un peu. En tout cas, on espère toujours un peu, on va dire, mais clairement, on n'a pas eu de step-up offensif cette année, je trouve. Je trouve que le step-up défensif, oui, il est là. On rappelle, il a que 23 ans, donc ça peut aussi venir. Surtout que, comme dit, il a un peu ce bagage-là sur les niveaux inférieurs, donc il part pas non plus de zéro du tout. Mais voilà, on a encore quelqu'un qui est pas hyper efficace, qui est au niveau de la moyenne à peine, qui a pas fait une grande saison à 3 points, 34%. À quel point est-ce qu'il peut réitérer beaucoup de très bonnes saisons d'efficacité à 3 points, vu le niveau de son shoot, c'est la question. Très peu de lancers francs, peu de drive, le passing, pas de progrès, il est toujours un peu quasiment non passeur, ou en tout cas pas beaucoup. Donc il y a un peu c'est un profil très marrant, je trouve, parce que ça peut se développer en un 3&D qui a un petit pull-up, et ce qui est quand même pas commun, quoi. Mais effectivement, je pense que là aussi, pour l'instant, on a quelqu'un d'assez sobre offensivement. Peut-être que c'est aussi une des pistes d'amélioration de cet effectif, c'est s'il arrivait à prendre un peu de volume. Je pense pas qu'il y ait besoin qu'il soit à 25-30% d'usage, mais peut-être un peu plus, ça ferait quand même du bien, quoi. Oui, parce que là, il doit être à 15, je crois, hein, c'est ça, ou 16 d'usage. Ouais, donc un truc assez modeste, quoi. Ouais. On est d'accord. Donc voici, et donc on peut terminer avec ma 5e stat du jour. Je vais terminer sur une note positive. Je voulais commencer par ça, mais on peut terminer par ça. Moi, c'est 1. La stat, ma dernière stat, c'est 1. Parce que j'ai mis 1 numéro 1, meilleure saison de Minnesota, je pense, de l'histoire. Est-ce qu'on peut le dire? Je pense. Alors, dans l'histoire, il y avait eu aussi le 2004, où il y avait déjà eu une finale de conférence, mais pour le coup, si on met un peu de côté le parcours en playoff, entre guillemets, en termes de net rating, surtout en termes de fond de jeu proposé, de à quel point l'équipe était bonne, on était, cette année, on était quasiment on était à plus 7,1
différence attaque-défense par 100 possessions. Donc Minnesota scorait en moyenne 7 points de plus que son adversaire par 100 possessions. C'était le 3e meilleur différentiel de NBA. Donc on était vraiment sur une équipe d'élite, sachant que d'ailleurs, entre parenthèses, 3e de NBA cette année. L'an dernier où il n'y avait aucune grosse écurie, ils auraient été premiers, par exemple. Mais bon, c'est l'an dernier, la petite anomalie de l'histoire pour le coup. Mais voilà, un net rating, un différentiel attaque-défense qui est toujours l'indicateur principal pour dire à quel point une équipe est bonne. Clairement, l'indicateur était génial et comme dit aussi, c'est le meilleur de l'histoire de la franchise. Alors, l'histoire n'est pas non plus énorme, hein. Je crois que c'est quoi, c'est fin des années 80, non, la création de la franchise, c'est avec cette vague-là, avec Miami, Orlando, oui, non c'est, je crois, 89, donc c'est, attention, stat qui fait peur, 35e saison des Wolves, si je me trompe pas. Ouais. Seulement la 2e avec une victoire dans une série de playoffs. Ah ouais. Oui, parce que en fait, il y a eu 2004 et donc 2024. Parce que sinon, toutes les autres saisons, il doit y en avoir, je sais pas, 9 ou 10 où c'est élimination au premier tour. Et encore, je pense que c'est un peu moins. Ça doit être 7 ou 8. Donc bon, c'est très triste comme stat. Mais ouais, la fameuse 2018, la plus récente, où vous êtes 3e de conf toute l'année, Butler se blesse et vous terminez 8e et vous sortez au premier tour, quoi. C'est ça. Et puis, oui. Et les 2 dernières saisons, c'était élimination au premier tour aussi. Ouais. Denver, et puis, ça y est, j'ai un trou. L'année d'avant, Memphis. Et donc, sur le net rating, c'est également là aussi le premier de toute l'histoire de la franchise. Meilleur score de net rating de différentiel attaque-défense de l'histoire de la franchise de Minnesota cette année. Donc 6,6 de différentiel sur B-Ball Basketball Référence, 7,1 pour Kings Glass, mais on s'en fiche un peu de différence. C'est juste qu'il y a un site qui prend le garbage time et l'autre il le prend pas. Mais bon, bref, ouais. On s'en fiche un peu, mais même 2004 était un peu moins bon en termes de fond de jeu proposé, entre guillemets. Et voilà, c'est tout part aussi. On a parlé de l'attaque là, juste là, on vient de parler de l'attaque qui était bonne, mais pas non plus géniale. Mais une grande partie de ce différentiel, de à quel point ils sont bons, c'est créé par la défense. On l'a quand même bien développé. Mais voilà, ça fait du bien aussi peut-être de finir. On a critiqué certains points, on a dit des nuances et tout. On a aussi dit beaucoup de positifs, mais ça fait du bien de finir par ça et de dire que, mine de rien, Rafa, toi qui es devenu, tu voulais pas à la base, mais tu es devenu un spécialiste des jeunes parce que t'étais fan d'une équipe qui était tellement mauvaise qu'elle était à la draft tous les ans, donc t'es devenu fan de draft. Mais voilà, c'est quand même la meilleure franchise de l'histoire de l'histoire de la franchise, pardon, et la meilleure de toi, de ta vie que tu as vécu aussi forcément du coup. Ah oui, c'est sûr. Non, mais c'est évident. Je pense que pour moi, il y a une concurrence qui va paraître bizarre, mais avec celle d'il y a 2 ans, donc c'est l'équipe, les saisons sophomore d'Edwards, Patrick Beverley, Towns, Vanderbilt, etc. Quoi. Voilà, juste avant que Gobert arrive, parce que c'était tellement inattendu et ça venait après presque 20 saisons de misère. Parce que même la saison avec Thibodeau où on va en play-off, l'ambiance était affreuse. Et là, il y avait une telle surprise, un tel enthousiasme. Cet effectif était tellement aimé que ça avait quelque chose de merveilleux, surtout qu'il n'y avait pas d'attente. Alors que là, il y a un peu, comme je le disais au tout début, le poids des attentes depuis le trade de Gobert. Mais oui, c'était une saison géniale à suivre et j'espère que ça va continuer comme ça, même si évidemment on ne peut jamais en être sûr. Et merci de finir sur un point positif. C'est toujours bizarre avec les Wolves parce qu'il y a un peu cette double timeline entre guillemets avec d'un côté Edwards et un certain noyau dur qui est encore jeune et donc tu dis bon on en a pour 10 ans quoi, on est qu'au début et de l'autre côté t'as aussi Gobert quoi et l'urgence elle est un peu maintenant, enfin en tout cas les meilleures années c'est maintenant donc c'était aussi pour ça que les réticences au-delà du prix en tout cas certains avaient des réticences moi compris sur le côté est-ce que ça va coller en termes de timing. Bon, finalement, vu à quel point Edwards a progressé assez vite et l'équipe est déjà compétente, oui, ça colle bien, finalement. Il n'y a pas de problème de timing, de timeline. Mais voilà, du coup, on peut finir par over-under. Over ou under net rating en 2025 ? Parce que maintenant qu'on a établi des bases très hautes, est-ce qu'on ne se dirige que vers une déception pour l'an prochain ou pas, finalement ? Moi, je dirais un peu under, mais juste parce que, à mon avis, peut-être que la saison régulière sera un tout petit peu moins une priorité. Il va falloir un peu reposer Conley, qui mine de rien est vieux. Tester un peu Dillingham et d'autres jeunes aussi. Réfléchir à ce que va être l'équipe après la saison prochaine. Donc je dirais un peu moins, mais c'est pas pour ça que je pense qu'ils vont être moins bons en play-off. Et puis alors, un truc dont on n'a pas parlé, mais qui contribue aussi à ce doute, c'est que quand même les Wolves, qui ne peuvent rien faire comme les autres, sont dans cette situation absurde où on ne sait pas qui est le propriétaire de la franchise.
Et donc ça peut aussi jouer, puisqu'il y a cette espèce de mélodrame absolument improbable sur est-ce qu'ils ont bien racheté les parts ou pas, enfin bon bref. Donc bon voilà, ça peut jouer aussi, et j'imagine que s'il y a déception, par contre les choses vont forcément bouger et on va retomber sur la perspective d'un échange de Towns, de choses comme ça. On en a parlé tous les lundis matins dans notre notre émission hebdomadaire. Tous les lundis, j'ai l'impression que chaque semaine il y avait une news sur le rachat des Wolves. Ouais, c'était un peu marrant. Alors pour rappel, il a vendu il y a 2 ans, c'est ça? Ou même plus, je pensais il y a 3, mais il a vendu de manière prévisionnelle en disant je vends de manière progressive plutôt. Donc Ben Taylor, qui est le propriétaire depuis quasiment le début, depuis 30 ans. Et l'idée était de vendre 20% chaque année, quelque chose comme ça, par versement, jusqu'à ce que Marc Lowry et Alex Rodriguez aient la majorité des parts. Sauf que juste avant le dernier versement de Rodriguez et Lowry, Ben Taylor a affirmé qu'ils n'avaient pas respecté certaines deadlines et que donc ils mettaient fin au processus. Aussi parce qu'il y a un fonds d'investissement qui les avait lâchés au dernier moment. Donc, voilà, c'est ça. C'est pas impossible, ces questions de timing, mais c'est pas impossible non plus que lui il réclame plus d'argent juste en fait. C'est ça, alors c'est là le débat. Eux estiment qu'ils avaient toutes les garanties, qu'en plus maintenant ils sont associés à Michael Bloomberg, qui est donc un des hommes les plus riches des États-Unis, et qu'ils ont de toute façon les moyens, et que Taylor ment, et qu'il veut juste, en fait, en voyant que les prix des franchises explosent, il veut juste pouvoir la revendre encore plus cher. Taylor lui dit que Rodriguez et Lowry en fait n'ont pas les moyens de leurs ambitions et qu'ils auraient fait des économies, en plus de ne pas avoir respecté les deadlines. Leur prévision, c'était de faire des économies en refusant de payer la luxury tax. Bon, alors c'est en train d'être réglé par avocat interposé. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas qui ment entre les deux. Le fait est que c'est pas très confortable, quoi. Je soupçonne un peu donc Glenn Taylor, le propriétaire qui vend, d'essayer de jouer un peu pour tirer quelques millions de plus ou peut-être milliards, mais parce qu'il a vendu quoi? Il a vendu 1 milliard et quelques il y a 3 ans. Et sauf qu'aujourd'hui, il est valorisé à plus de 3. Donc je pense qu'il y a peut-être un effet de... on va jouer sur les technicalités ou quoi, mais on va essayer de soutirer un peu plus, quoi, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est un peu ça comme ça que certains insiders un peu experts nous ont présenté les choses. Mais c'était marrant parce que donc ils refusent de vendre, entre guillemets, en tout cas de compléter la vente, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que tu avais donc Alex Rodriguez, le joueur de baseball légendaire, pour plein de raisons d'ailleurs, qui était un peu en mode je marque mon territoire parce que j'étais là à tous les matchs de playoff. Même si l'autre il dit que je joue pas avant, non, moi je suis là, je supporte l'équipe, etc. Comme si c'était déjà le cas, quoi. Donc effectivement, bon, à suivre. Peut-être ça nous fera toute la saison prochaine en termes de news, chaque lundi matin dans l'hebdo. Il faut bien, juste pour finir, expliquer que vas-y. C'est bizarre aussi parce que Marc Lowry et Alex Rodriguez avaient été très très influents dans les prises de décision. C'est-à-dire que si Tom Connelly est là, c'est grâce à eux. C'est eux qui ont aussi validé le trade de Rudy Gobert. C'est pas juste des gens qui rachetaient les parts et qui attendaient de pouvoir prendre des décisions, d'être majoritaires. Ils les avaient déjà prises, les décisions. Donc c'est là où c'est très étrange ce qui se passe. Oui, et puis les propriétaires sont extrêmement impliqués dans tout ce qui est trade, notamment les gros trades comme Gobert. Ne pensez pas qu'il y a un trade comme ça qui se fait et le GM il décide tout seul. Non. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, de veto de GM, ou alors au contraire un propriétaire qui va dire à son GM, Daryl Morey, non, mais fais le trade pour Westbrook, tu le fais. Et voilà, donc effectivement, comme tu dis, il s'était déjà en plus impliqué, donc bref, ça c'est pour l'histoire marrante à côté du terrain. Mais voilà, je pense qu'on a fait un bon bilan de cette équipe, cette saison fabuleuse des Wolves, mine de rien, mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'être passé sur le Basket Lab, Rafa. Avec grand plaisir, comme toujours. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude, évidemment. Voici pour la fabuleuse Armada de Minnesota qui a fait une excellentissime saison, bien au-delà des attentes, je pense, et on espère la retrouver l'an prochain, alors oui, c'est vrai que j'avais annoncé l'épisode sur Orlando, petit imprévu pour être honnête en termes d'enregistrement, donc l'épisode est un peu repoussé, mais on arrive à la fin, ce sera pas pour demain, toujours pas pour demain, mais la prochaine fois, donc prochain épisode, prochain bilan 2024, on va parler des Los Angeles Lakers. Ça y est, ils sont là, les Lakers. La prochaine fois, bilan des Lakers. Et puis ensuite, normalement, Orlando, si j'arrive à m'organiser. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Rafa d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.